Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coupé. Bonsoir à tous et à toutes. Et je suis avec toi, du coup, Sylvain. Oui. On est aussi avec Vincent et Mathilde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de films des sorties de la semaine. On en a vu plusieurs. Certains, on va en parler assez rapidement, d'autres plus longuement. Et on va commencer par un film que nous avons presque tous vu, sauf peut-être toi, Vincent, qui est 13 jours, 13 nuits, qui était au passage un film en hors compétition à Cannes. Que j'ai vu dont Sylvain me dit que j'ai vu absolument, puisque je l'ai vu dans sa séance officielle, donc la première, vraiment première. Et En présence de Lina Coudry. en présence de Mélina Coudry, en présence de Roche Dizem, Et puis du réalisateur Martin Bourboulon. qui avait fait entre autres d'autres films comme Eiffel et peut-être un peu plus connu, les deux premiers volets des Trois Mousquetaires. Voilà. Et puis le premier de la comédie, enfin, qui n'a rien à voir, Papa ou Maman. Oui, avant qu'il fasse des films gros budget, quoi. Ouais, avant qu'il passe au blockbuster. Donc, moi, juste pour dire deux trucs, je suis pas quelqu'un qui ait trouvé forcément très bien son cinéma avant, dans les films précédents. Là, on est sur une histoire qui se passe en Afghanistan, au moment où les États-Unis avaient quitté justement déjà les lieux. Ils sont en train de quitter. Sont en train de les quitter. C'est fin août 2021. Et on se retrouve avec les talibans qui viennent prendre le pouvoir. Et ça force l'ambassade française à quitter les lieux, globalement. Ils se rapprochent de Kaboul, Voilà. qui est la capitale où il y a toutes les ambassades, dont l'ambassade française. Et donc, on va suivre le consul de l'ambassade française, qui est incarné par Roche Dizem, qui va essayer de faire entrer dans l'ambassade et de sauver pour... des gens qui sont aussi des Afghans. Et pas que des Français. Des Français et des Afghans. Voilà. Et des proches de famille. Voilà. Et il va y avoir tout un lien avec la France, comment elle va réagir, etc. Et c'est basé en partie sur des faits réels. Wow. C'est basé en fait sur le livre du personnage principal, son récit autobiographique en fait. Mohamed Bida, c'est un commandant de la police. Et donc c'est vrai que des fois on se dit il y a des choix dramatiques, mais ça vient sûrement de la source en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Et puis comme ça, je donnerai aussi mon avis après vous, peut-être. Disons que le film est produit par Dimitri Rassam, donc qui a produit Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires. Et c'est vrai qu'on sent une volonté de faire du grand film populaire avec des gros moyens, du blockbuster, et des moyens qui se voient. Mais c'est vrai que là, en termes de décors, de nombre de figurants, d'effets spéciaux, par rapport à la grosse bouse qui était l'Astérix de Guillaume Canet, où l'argent, on ne voyait pas où est-ce qu'il était. Là, comme dans les adaptations de Monte Cristo et puis Trois Mousquetaires, voilà, on sent les gros moyens, ça se voit, c'est à l'écran, donc on en a pour son argent, sur cet aspect-là. Et d'autant plus que, comme tu dis, il y avait les deux précédents films qu'il avait réalisés, étaient aussi des grosses productions. Et moi, je trouve que Bourboulon, moi, m'a jamais étonné dans ce qu'il en faisait, en fait, de son budget, parce que des fois, il y a des problèmes de photos dans ses films. Oui, des fois, il y a des c'est vrai que... Et là, ça va dans ce film. Oui, pardon. Oui, tu parles de la photo et c'était le truc auquel je voulais, auquel je pensais. Ça ressemble pas non plus à tous les blockbusters qu'on a vus sur le Moyen-Orient. Oui. Il n'y a pas le vieux filtre dégueulasse jaune que tu vois dans tous les films sur le Moyen-Orient. Et il y a... Ce qui est quand même bien, parce qu'il avait quand même fait un film en sépia avant. Voilà, quoi. Alors, ça dépend peut-être du directeur photo. Mousquetaire, c'est très sépia. Après, si sur l'image, je suis surpris que les images d'archives du début, où on voit Joe Biden, des extraits d'émissions de télé, ça date de 2021 et il y a un grain qui est énorme, comme si c'était des images qui dataient de plus de 25 ans. Mais c'est normal, c'est parce que c'est de la télé. Oui, mais quand même, c'est... Mais la télé, c'est pas du 4K, c'est du, Ouais, au mieux, HD...
Ça a 4 ans, c'est ça qui me surprend quand même. Oui, mais c'est normal, c'est de l'image télé. Quand tu compares, c'est parce qu'on la voit qui est en comparaison avec l'image cinéma qui a 2 fois plus de pixels, quoi. Ouais, mais il y a Mais 4 ans, la juste, TNT, c'était déjà passé à de la haute définition il y ouais, a mais 4 ans. ça veut pas dire qu'il y avait pas une compression qui fait qu'il y a un grain D'accord. d'image. Bon. C'est la compression web, quoi. La télé numérique, il y a une certaine compression. Mais justement, je trouve que il y a un certain souci que j'ai bien aimé de la part à la fois des décors, des costumes et de la photo, de rendre, d'être plus réaliste et d'être moins spectacle. Oui, il y a un Alors, côté documentaire, c'est avec des plans séquences. L'ouverture, il y a un plan séquence vraiment ouais, assez long. ouais, les plans séquences, puis les décors, Oui. évidemment, on voit bien dans les scènes d'aéroport, on voit qu'ils ont reproduit la tranchée à la fin dans Ah les oui. images d'archives. Ils ont reproduit Bon, les montagnes, je les sais pas si montagnes. c'était tourné au Maroc, je ne C- pense pas qu'il y a des montagnes. Mais Je pense qu'il y a des montagnes comme ça. ça ressemble pas mal à ce qu'on avait vu dans River Boom. Anthony pourra me dire si c'est faux ou pas. Redis-moi. Les décors Oui, les décors. avec des grandes plaines tout entourées de montagnes. Ça ressemble à l'Afghanistan qu'on a pu voir dans River Boom, je trouve. Ah Et oui, tu trouves que c'est assez fidèle du je coup trouve qu'il y a eu un bon travail de la part du régisseur, de l'équipe moi, régie. ça m'a pas énormément marqué parce qu'il y a une bonne partie du film qui se passe d'abord Dans autour du l'ambassade, consulat, c'est vers vrai. l'ambassade. Et après, ensuite, il y a un passage qui est pas mal de nuit pendant un moment. Oui, sur la route, ouais. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pas été autant happé par les paysages parce que finalement, Ouais. c'est beaucoup. Enfin, la plupart, il y a l'aéroport aussi. Enfin, et en gros, c'est ces 3 zones-là qui sont très exploitées dans le film. Et, et en gros, moi, ça m'a pas sauté aux yeux les autres paysages. Ouais, je trouvais que c'est pas mal aussi la reconstitution de la ville à moitié détruite, Kaboul, avec des ruines un peu partout. Alors, je sais pas, j'ai jamais vu Kaboul, mais je trouve que c'était pas mal. Ouais. Et vous savez où ça a été tourné ou vous avez Maroc, Au comme Maroc. d'habitude, quoi? Pour info, juste pour redire un peu des trucs dans le film, dans la trame scénaristique, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais il y a une scène dans le film que je trouve de trop. Une scène qui se passe justement à l'aéroport, j'en dis pas plus, qui fait, je pense, vraiment la scène presque, ça fait presque le money shot du film, cette scène-là. Le money Le shot? money shot, vraiment le moment fort, on va dire, du film, le truc qui est censé coûter beaucoup d'argent dans le film. Et je trouve qu'elle est ultra artificielle telle qu'elle est amenée. Je sais pas comment vous l'avez pensé. J'essaie de pas trop donner d'infos Ouais, pour faut pas pas spoiler. spoiler, mais je pense que si vous avez vu le film, vous voyez, je pense, de quelle scène je parle. Avec quel personnage? Il y a une tranchée à un moment donné, Ouais, et il y a quelque chose qui se passe, et c'est assez flagrant. mais en même temps, c'est un événement qui s'est vraiment Oui, passé. oui. Donc Oui, tu oui, peux pas. au générique, on a là. tu peux Il y a, pas il y a- il y a- il y a la preuve au générique. Il y a Ouais. un élément qui Tu peux pas ne balance pas ce qui s'est passé. la montrer, en fait, cette scène. Parce que c'est vraiment arrivé limite comme un cheveu sur la soupe, et la façon dont c'est amené est vraiment très grossière, je trouvais, non pas dans... Alors peut-être que c'est un fait qui s'est vraiment passé, mais la façon dont c'est tourné, la façon dont ça a été scénarisé pour ce moment-là, marchait pas pour moi, mais je sais pas si c'est pareil pour... C'était un des points faibles du film Faudrait pour peut-être moi. voir ce que dit le livre, mais c'est vrai que les personnages impliqués, c'est possible que ce soit romancé. Mais c'est pas Je sais trop pas par rapport à romancé la réalité, quand je sais on pas là. considère Ouais, le film ne donne pas plus d'éléments avec Ouais. le générique de fin. Donc, il quand faudrait on voir prend en le question ce qui s'est récit. vraiment passé, c'est très peu, à mon avis, très peu romancé. Et puis Je par pense. rapport au précédent film, moi je trouvais que c'était sans doute le film de Bourboulon que j'ai vu qui était le plus réussi. Parce que alors ça veut pas dire pour moi que c'est un très bon film, mais ça veut dire qu'au moins il est plus réussi que ses 2 précédents, donc ça donne de l'espoir sur la suite aussi. Et je pense que ça reste un film qui doit bien marcher pour du divertissement et pas forcément tant que ça pour l'histoire de ces gens, parce qu'il tourne vraiment beaucoup dans l'aspect divertissant, hein. Ouais. Ça fait vraiment très un peu, il y a un petit côté américain justement dans ce côté-là, dans la Ouais. tension, dans le travail de l'action, etc. Mais il n'y a pas trop le côté, à part Mohamed Bida, mais c'est lui qui a écrit l'histoire. Ils sont pas toujours très reluisants, les militaires français. C'est pas les héros qui vont sauver tout le monde. C'est un peu, ouais, on vous sauve, mais vous nous faites chier, quoi. Oui, mais tu vois, c'est pareil. Il y a des films de guerre aussi américains qui aussi montrent que c'était un échec. Donc, Ouais. pour moi, ça emprunte un peu aussi à ça. Mais je sais pas, hein,
dire comme des films Green Zone avec Matt Damon, qui était sur après la deuxième invasion en Irak, Mm. que sur le Après, quand tu Green racontes. Zone, je sais plus. Ouais. Le même le réalisateur du premier La mort C'est dans une la histoire peau. vraie? Oui. Ouais, oui. Bah, c'était sur la découverte qu'il y avait l'absence d'armes de destruction massive en Ouais, Irak. Voilà, donc on suit un militaire qui est incarné par Matt Damon, bah, qui se rend compte voilà, quand ils ont raconté n'importe quoi. Mm. Après, et le personnage de l'interprète de Lina Kudry. Parce que là, on a plutôt parlé du personnage principal incarné par Ouais. Roche Dizem. Il y a quand même un personnage principal important, qui est une interprète incarnée par Lina Kudry. Oui, donc il joue effectivement cet interprète qui vit avec sa mère Oui. dans le film et Qui est afghane, qui est allée en France et qui est revenue ouais. après quand Mais- les Liban- quand les Bah, talibans sont justement, partis. moi je trouve qu'il est un peu. Le personnage est un peu assez présent sur le début du film, Oui. mais s'efface progressivement dans la deuxième partie. Pour revenir dans la troisième. Et pour revenir un peu dans sa troisième, mais plus au travers de sa mère. Voilà. Donc j'essaie d'être un peu flou Oui, quand même, pas spoiler. mais il y a ça. Et du coup, je trouve que c'est un personnage qui est pas si travaillé que ça. C'est peut-être aussi parce que c'est pas, ça a été écrit non pas autour de ce personnage, à mon avis. Ça lui est un peu tombé dessus aussi. C'est un peu, elle est un peu victime de ce qui lui tombe dessus, quoi. Bah, de sa Et- fonction. Voilà, et on lui a mis un fardeau sur les épaules et elle l'a porté du mieux qu'elle a pu. Et Il y a quand même une je scène. pense que le film lui rend quand même pas mal hommage. Il y a quand même une scène de tension dans laquelle elle apparaît qui fonctionne, à mon sens, Ouais, il y en a dans le plusieurs, film. même, ouais. Et qui est peut-être une des scènes les mieux travaillées dans le film, parce que c'est vraiment hyper casse-gueule, cette scène-là, et ça fonctionne, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est une scène où Au on début voit des talibans, et elle fait donc l'interprète. Elle est assez tôt dans le film. Ouais. Oui, ça marche bien. Ouais. Sur le jeu sur l'espace, en plus, qui est bien expliqué comment les personnes doivent se placer par rapport à des tireurs. Et c'est vrai que le jeu sur ça. Voilà. Et puis, Donc, je pense qu'on arrive un peu au juste terme. pour terminer, en termes comme Vas-y. si donc on a deux personnages principaux d'acteurs, actrices connus, et il y a aussi une actrice danoise, Ouais. Sidney Babett Knudsen, qui joue une journaliste, et voilà, qui donne un point un peu extérieur justement aux militaires, à l'ambassadeur, aux militaires américains, mais qui crée aussi un peu une tension. Voilà. Ok. Et ben, sur ces moments-là, on va passer au Amélie. prochain film. On vous conseille quand même d'aller voir 13 jours, 13 nuits. Oui, Ça reste pas que divertissant, ça reste un récit qui raconte ouais, tout ce qui s'est ça passé. reste assez sombre, assez dur quand même. Ouais. Oui, c'est C'est de l'histoire contemporaine, en fait. On a Oui. vécu l'histoire il y a pas si longtemps. Ouais. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on pourra le revoir dans 10-20 ans en cours d'histoire. Ouais. Et vu que en plus c'est un bourboulon qui est plutôt bien réalisé pour une fois, et ben ça vaut le coup, je pense, d'aller regarder. Alors on va passer au film suivant qui est Amélie et la métaphysique des tubes. On va changer Complètement. d'univers. C'est le cas de le dire, l'univers. Puisqu'on va parler justement de ce Film d'animation. de ce film qui est basé sur une sorte de biographie, c'est ça? Non, sur un roman d'Amélie Nothomb Sur un qui roman s'appelle La d'Amélie Nothomb. métaphysique des tubes, Voilà, c'est ça. qui est son enfance de 0 à 3 ans. Qui donc, forcément, étant donné que personne ne se rappelle des souvenirs de cette petite enfance, qui est forcément basée sur des souvenirs de sa famille, et qui est donc la relecture de cette partie de sa vie, de sa naissance jusqu'à ses 3 ans. C'était aussi un film qui était à Cannes, alors je sais plus si c'était en hors compète ou en Cannes première. Sélection, mais pas compétition. Ah non, c'est séance spéciale peut-être. C'est Oui, séance séance spéciale, pardon. Oui, parce que les séances spéciales, c'est encore une catégorie à part. Pour moi, en gros, on va dire que tout est pas de la compétition. Et il y a plein d'autres trucs qui sont ce qu'on appelle la hors compétition, les séances spéciales, les Cannes premières qui sont souvent plus ralliées autour de, comment ça s'appelle, de la, d'un certain regard. Souvent, c'est dans la même salle qu'un certain regard, les Cannes premières, pour info. Certains regards, ça fait partie de la sélection de Cannes. Alors, certains regards fait partie de la sélection. Oui, officielle, mais n'est pas dans la compétition. C'est une autre compétition, un certain regard. D'accord, mais ça se passe pas dans la même salle, d'ailleurs, les projections. Mais bref, c'est du détail à la limite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui sont un peu compliqués.
Oui, Euh, on s'éloigne du film. Et là, du coup, on parle donc d'Amélie et la métaphysique des tubes, donc de Maïlis Valade, je sais pas comment on dit. Maëlys Valade et Et- Liane Shaw, Anne. Voilà, donc qui vient de sortir, qui parle donc de ce personnage d'Amélie qui est au centre. On voit dès sa naissance jusqu'à son âge, un âge 3 ans. où elle est encore jeune. 3 ans. 3 ans, ouais, c'est ça. Et elle est un peu refermée sur elle-même, globalement, sans vouloir trop dévoiler de choses, parce qu'il y a un élément hyper qui dévoile des choses qu'on voit pas du tout dans la bande-annonce et qui servira de trame dans le film, qui est... Si, propos. si, dans la... Si, sur le côté... Je le dis, du coup Alors Quoi Non, non, c'est pas chocolat blanc, c'est vraiment le sujet principal du film. C'est qui Amélie? Enfin bref, tu vois pas? Ok. Donc le personnage d'Amélie est un personnage J'ai pas important qui n'est pas... Enfin bref. Et du coup, vas-y. à partir d'un certain moment, sa bulle sur laquelle elle se referme sur elle-même va être brisée. Oui. Et c'est à partir de ce moment qu'elle va avoir un contact avec le monde qu'elle a autour d'elle. Bah, c'est le chocolat qui l'a fait sortir, c'est dans la Oui, c'est le bande-annonce. chocolat qui l'a fait sortir. Mais par à la contre, base, Amélie est un personnage particulier aussi. Oui, d'accord, oui, elle s'auto-prénomme Dieu, mais c'est dans la Voilà. bande-annonce. Mais c'est dans la bande-annonce. C'est dans la Donc, bande-annonce. Voilà, c'est Dieu, en fait, Voilà. Amélie, pour faire ça. Elle est le centre de l'univers, voilà. Tu penses qu'elle pense. Je pense que tout le monde tourne autour d'elle. Oui, c'est Pour le cohérent. bébé, il y a de ça Oui, où on pense qu'on est le centre de la vie des parents Pardon, désolé. et donc oui, évidemment, elle se prend pour Dieu. Je sais pas, dans le livre, en tout cas, ça fait partie de l'élément. Pardon. Amélie Nothomb. donc. Là, c'est complètement le centre de l'histoire. Elle dit qu'elle est Dieu. C'est même pas elle se prend pour Dieu. Elle dit que Dieu est passé d'enfant en enfant, d'année en année, et qui sont toujours refermés sur elle-même. Et à un moment donné, c'est tombé sur elle, quoi. Globalement, c'est ça que ça dit. j'ai du temps. Bien. Ouais, c'est sûr. Mais je sais que dans le livre, il me semble, ça revient. Mais alors, ça fait des années que je l'ai pas lu, donc. Après, visuellement, les deux réalisatrices avaient fait un film d'animation qui s'appelait Calamity, qui était sorti fin 2020, juste avant le deuxième confinement, qui était sur l'enfance de Calamity Jane, de vrai nom Martha Jane Canary. Et elles avaient travaillé sur un autre film d'animation qui était dirigé par Rémi Chaillet, qui s'appelait Jusqu'en haut du monde. Voilà, avec le même style comme ça de choses très picturales et sans tous les contours noirs, ce qui fait que ça donne une impression, je trouve, de peu de profondeur de champ, vraiment d'aplat. Et par contre, là, c'est vrai que le travail sur les couleurs, c'est beaucoup plus divers. Les précédents, on était sur du western ou sur de la Sibérie, donc des choses assez plutôt terne, blanc. Là, vraiment, c'est dans le délire de couleurs presque psychédéliques. C'était rose flashy, les yeux verts, la nature. Donc ça, ça tranche. Et moi, je trouve, en fait, en y repensant, ça se passe au Japon, mais il n'y a pas vraiment de référence au cinéma d'animation japonaise, Miyazaki. Peut-être les Non, mais c'est ni aussi... Totoro, ni Tombeau des Lucioles, par peut-être une des personnes. Moi, en fait, j'ai trouvé que c'était l'anti-vice-versa, à la fois visuellement et sur le sujet. Autant vice-versa, par l'animation en 3D, il y a vraiment réalisme des personnages, une grande profondeur de champ, et puis on part d'une fiction pour dire des choses sur comment fonctionne la mémoire, le cerveau. Là, on part d'une histoire qui est a priori réelle, mais qui est en fait complètement fictionnalisée, sur justement une enfant en fait qui n'a pas elle sait pas ses propres souvenirs en fait. Ouais. Donc c'est comme ça que je trouve qu'on voir comment se positionner et que finalement on suit un personnage tout petit, mais c'est pas du tout, je trouve, une histoire pour les petits. Ah non, pas du tout. En fait c'est. Et puis il y a des sujets très adultes Ah bah avec, oui, avec des problèmes, des conflits qui se sont passés dans la région, Oui, qui vont sur le beaucoup plus loin. passé de. Ouais. Voilà. Et au passage, juste pour redire, en fait, Amélie, elle a des parents qui sont dans une famille belge. Je sais Oui, pas si belge. tu en as parlé. Oui. Et du Non, coup, je sais pas je dit, pense que ça joue aussi sur la trame qui est où elle, Amélie, se sent japonaise, mais en même temps, ça fait pas beaucoup de références au Japon, Oui. sauf à travers d'autres personnages. Bah, ça nourrisse, ça la Ça domestique, nourrit, voilà. et une autre personne aussi, Oui. qui est On dira assez pas. importante dans le film. Mais ça évoque aussi ce passage
aux origines, notamment à travers d'abord la grand-mère, et plus tard, il réévoque le sujet de la Belgique, justement. Ouais. Oui, son père était consul au Japon. Comme bon, je pense pas le même type de consul que dans 13 jours, 13 nuits. C'était pas un policier, c'était pas un militaire. Donc voilà, On passe au suivant? c'est un film d'animation à voir. Ouais. C'est ce qui tranche vraiment dans l'animation française, dans le style et le sujet. Et vraiment, c'est pas pour les petits. Hein. Voilà. Et l'animation est très bien, mine de rien. Ah oui, Ouais, c'est très, très original, vraiment. C'est pas dans l'animation française, mais si on tend d'originalité par rapport à l'œuvre des créatrices, non, c'est vraiment dans la continuité de leur style. Ok. Eh ben, très bien. Eh ben, on va passer au film suivant qu'on a vu avec Mathilde. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu, qui s'appelle Au rythme Non. de Vera, Je passe le micro à qui Mathilde. est sur le monde du jazz cette fois-ci, puisqu'il s'agit de Vera, donc qui est une personne qui veut organiser une sorte de grand concert, et en tout cas, elle veut organiser des concerts. Elle organise déjà des concerts. Elle en organise déjà, mais en tout cas, c'est une vraie personne existante, qui est d'ailleurs présente dans le film au passage. À la fin, ouais. Et bon, là, il y a quand même une actrice qui joue son rôle, parce que maintenant, elle est plus toute jeune, Vera. 60 ans, hein. Et en fait, ça tourne aussi autour d'un musicien. pianiste de jazz, Ouais, Keith Jarrett. et auquel elle va essayer d'organiser ce concert. Alors, moi, j'ai vu cette séance en avant-première il y a quelques temps. Toi, tu l'as vu il y a pas longtemps. Ouais, je l'ai vu cette semaine. Cette semaine à la Ouais. sortie. Et j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait vaguement fait envie. Et puis, on m'avait parlé de Keith Jarrett et moi, justement, j'aime pas trop le jazz, surtout le jazz assez récent, free jazz, beaucoup d'improvisation. On m'a dit, écoute Keith Jarrett quand même, c'est quand même quelque chose, faut écouter. Alors, j'ai écouté par curiosité, j'ai pas tout aimé. Ouais. Donc, j'y suis allée en me disant, je vais regarder un film sur Vera, quoi, une fille qui organise des Et concerts. pas tant. Mais c'est à la fois sur Vera, qui est les bons 2 tiers du film, mais il y a aussi un bon biplot, une intrigue secondaire sur Keith Jarrett Oui. et sa vie en tant que musicien. Mais c'est parce que c'est le titre français Au rythme de Vera, et le titre original n'est pas Au rythme de Vera, et je Oui. pense que c'est pour ça. Le titre original, c'est Köln 75, ou Fun Fun Zipzig, bref. Et apparemment, c'est un disque, un enregistrement qui est mythique dans l'histoire du jazz. Moi, j'y connaissais pas grand-chose avant ça. Par contre, c'est passionnant de voir justement comment est-ce que ça arrivait. Oui, c'est génial. Et c'est l'histoire du film, en fait. Voilà, donc en fait, il y a un concert qui est organisé. Vous imaginez qu'il y a des choses qui sont pas forcément prévues, vu que Vera est toute jeune. Elle a organisé pas grand-chose avant. Oui. Et le concert, en fait, Elle joue un peu sa carrière sur ce concert. oui, Voilà. alors qu'elle a 18 ans. Voilà. Et elle avait déjà une carrière de 2 ans d'organisatrice de concerts. Elle est de délaissée un peu tournée. par sa famille Ouais. sur ce sujet aussi. Et c'est ça qui est assez incroyable, parce que la première partie du film, c'est l'histoire de Vera, et c'est pas tant l'histoire du concert de Keith Jarrett. Elle raconte son histoire, à ce qui l'a mené à faire ce concert. Et puis ensuite, on bifurque avec ce personnage que j'aime beaucoup, le journaliste, qui est un peu le conteur. Il a un côté conteur, un peu comme un chœur Ouais. dans l'opéra. Et puis d'ailleurs, le journaliste qu'on va voir dans une bonne séquence du film, dans une séquence de voiture. Ouais. Et il y a une séquence aussi où il explique un peu l'histoire du jazz. Pour les noobs comme moi, c'est intéressant parce que ça te dit, oui, ok, le free jazz, il y a beaucoup de merde, mais il y a des trucs bien aussi. et c'est pas arrivé là par hasard, quoi. En tout cas, moi, je trouve que le film fonctionne bien dans son ensemble. Ouais. Il arrive à bien lier les deux passages, justement. Mm. C'est souvent les films qui ont un peu des chapitres, Ouais, sont un peu inégaux. Ce film fonctionne bien. C'est-à-dire, il arrive à faire des chapitres, à les lier ensemble, Ouais. et à en faire quelque chose qui est cohérent. Il est bien équilibré, il va pas trop s'étendre sur les débuts de Vera, mais suffisamment pour comprendre d'où elle vient. Et il en fait pas des caisses aussi. Oui, sa relation avec ses parents, avec son frère, c'est pas central, mais ça montre bien l'importance que ça a dans sa vie. Et ça va pas trop non plus épiloguer sur pourquoi Keith Jarrett, c'est un artiste un peu torturé, mais... Et puis ce qui est bien, c'est que à la fois ça le critique, mais à la fois ça montre. En fait, il y a quand même pas mal de profondeur sur son personnage, ses contradictions aussi.
Ouais, puis sur le jazz en général Et aussi. voilà. Et le rapport aussi entre la façon de faire du jazz et la façon d'organiser le concert, il y a quand Ouais. même un lien entre les deux. Et c'est vraiment intéressant d'avoir travaillé ça comme ça dans le film, je trouve. Mm. Puis la perception aussi du public, que bah, le jazz en 75, c'est un truc de vieux. Ouais. Il y a qu'en Europe qu'on aime ça, et encore. Et j'aime bien, c'est dit clairement d'ailleurs, que les Américains viennent en Europe pour faire du jazz parce qu'il y a il y a un public qu'en Europe, Oui. c'est rigolo. Et même déjà en Europe, ça commence le type de la radio qui lui dit non, mais le jazz, c'est pour les musées, en fait. Ouais. Et finalement, cet album-là qui s'est le mieux vendu, bon, c'est dit dans la fin du film, mais c'est Oui, pas oui, un c'est ça. spoiler, mais oui, c'est l'album de jazz, un des albums de jazz qui est le mieux vendu. Oui, parce qu'elle a été enregistrée. Il y a d'ailleurs tout un sujet sur l'enregistrement qui est présent dans le film. Ouais. Et une toute dernière scène qui, tu te dis, mais est-ce que c'était vrai quand même? On va pas spoiler. Eh ben, on va passer au film suivant. Mais on va faire plutôt des en bref cette fois-ci. On va pas passer longtemps puisqu'il s'agit de Once Upon a Time in Gaza qui vient de sortir et j'en avais déjà potentiellement parlé. Donc je vais pas redire trop de trucs dessus. C'est un film qui était présent à la quinzaine non pas la quinzaine, pardon, qui était en... qui a gagné quelque chose d'ailleurs, mais pas le plus gros truc dans Un certain regard. Et j'ai plus le titre de ce qui est peut-être scénario, je sais pas. N'hésitez pas à vérifier si jamais il y a besoin. Et en fait, c'est un film qui se passe à Gaza, justement, et qui reste une fiction entre entre le milieu un peu autour de la drogue, etc. Donc il y a un petit côté un peu thriller policier autour de la drogue dans la première partie. Et il y a une deuxième partie où une des personnes qui est autour de ce monde du deal va changer complètement, va changer complètement pour faire un acteur. Donc il va jouer un acteur. Et il y a tout un truc assez intéressant sur le fait qu'ils utilisent, par exemple, vu que là-bas, ils n'ont pas de quoi se payer des choses pour des studios, mais qu'ils ont des vraies armes. Au lieu d'utiliser les armes factices, ils utilisent les vraies armes. Il y a tout un jeu avec ça. Je vous dis pas plus de trucs parce qu'il y a des trucs qui sont écrits pour ça dans le scénario. Donc le film est assez inégal, je trouve. Moi, je suis pas. J'ai pas trouvé que c'était un film incroyable. J'ai trouvé que c'était un film assez amateur finalement. C'est intéressant quand même à regarder. Le rythme est enfin, est très difficile, je trouve. Il n'est pas forcément bien travaillé. Mais bon, ça c'est mon point de vue et je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il y a un lien sur un film sur le cinéma, la manière de faire le cinéma à Gaza ou Alors, c'est, il y a une volonté de parler du cinéma à Gaza, vu que sur la deuxième partie, justement, D'accord. qui montre ce studio où ils veulent fabriquer des films. Ils veulent faire, c'est marqué, c'est dit dans la bande-annonce d'ailleurs, ils veulent faire le Hollywood de Gaza, enfin l'équivalent du Hollywood de Gaza. Donc voilà, le Gazawood, ils disent dans la bande-annonce. Donc il y a cette petite vanne-là avec des représentants à Gaza. C'est Mais- tourné au Maroc, non? Bah, Encore. je crois que c'est tourné vraiment. Il y a Je beaucoup pense que de c'est films, tourné là-bas, vu que c'est à Gaza. tourné avant les. Avant 2023. Ouais. Ok. Donc je pense que c'est tourné là-bas. Après, à vérifier. Et de toute façon, la réalisation est entièrement palestinienne, il me semble. À vérifier en tout cas sur tous les détails, mais il me semble que c'est tout tourné là-bas et c'est avant les événements. Donc à voir, à confirmer bien sûr. Peut-être qu'ils n'ont pas pu tourner toutes les scènes qu'ils voulaient et qu'il y a dû y avoir des ellipses peut-être et ils ont dû retourner après. Donc là, c'était pour ce petit moment en bref, où je trouve que peut-être le film est pas forcément incroyable, mais si vous voulez voir un peu un film autour de Gaza, vu qu'il n'y en a pas des masses, ça peut être intéressant. On va passer maintenant à Reflet dans un diamant mort, donc qui était d'ailleurs le film de clôture Des hallucinations des hallucinations collectives et qui vient de sortir cette semaine. Donc, juste pour en parler un peu, je sais pas si vous aviez vu pendant les hallucinations, certains d'entre vous. Moi, j'ai vu les précédents films, j'ai pas vu celui-ci encore. Ouais. Donc en fait, c'est un film Reflet dans un diamant mort qui essaye d'emprunter à plusieurs genres, dont notamment James Bond, qui est pas mal central dans ce film. Et on va rentrer. Alors, je pense que c'est pareil dans les autres films de Hélène. En fait, Pétet pour et préciser Bruno, par rapport à ce que tu disais, c'est qui sont ensemble dans la vie. ouais, de toute façon. juste pour parler des réalisateurs par rapport à leur fonctionnement de création, en fait, c'est qu'eux, ils sont très
admiratif, en tout cas leur passion, c'est tout le cinéma de genre des années 60-70, italien ou européen Ouais. essentiellement. Et donc, pendant cette période-là, que ce soit en Italie ou en Allemagne ou en France, il y a eu toute une vague qui ont rebondi sur le succès de James Bond, par exemple, du film d'espionnage. Il y a eu plein, il y a eu Copland, il y a eu plein, il y a eu OSS 117. C'est la période OSS 117, en fait, des années 60. Après, il y a eu la reprise avec Dujardin, mais l'origine, c'est les années 60. Et ces auteurs, en fait, ils ont envie de faire perdurer ce genre-là, en fait, parce qu'ils sont, c'est pas, on veut pas C'est une dire que sorte d'hommage c'est un finalement. hommage, c'est pas vraiment de la nostalgie, parce qu'ils arrivent toujours à faire quelque chose de nouveau avec leur passion d'origine, en fait. Donc, Bah, d'ailleurs, c'est assez particulier. Moi j'ai encore du mal parce que j'ai peut-être pas vu les films précédents avec ce type de film parce qu'en fait, c'est un film qui fait beaucoup de références dedans, qui essaye d'expérimenter. C'est très expérimental comme cinéma, donc ça peut mettre très vite de côté. Et en fait, ça va dans tous les sens. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en même temps à l'écran, d'un point de vue à la fois visuel et à la fois dans quelques idées scénaristiques. Il y a tout un tas d'essais. En fait, sur bah, là, dans James Bond, on imagine les gadgets, etc. Bah, là, il y a encore des choses inventives qu'on voit pas dans les James Bond qui sont explorées, des choses qui sont presque plus abstraites finalement que dans un James Bond. Et là, ça va vraiment expérimenter vraiment beaucoup plus un côté limite fantastique, voire de côté super-héros un peu. même si le rendu est différent, en fait, que Mandico, finalement, ils ont une attitude assez similaire par rapport à l'image, d'essayer des trucs, avoir des rendus un peu sensoriels, en fait, non? Il y a un côté comme ça, Ouais. mais du coup, c'est vrai que ça rend difficile à lire. Ça rend Un difficile à peu lire le film. hermétique, Ouais. pour ça. Peut-être que c'est plus difficile à lire quand on n'a pas vu des films des années 60-70, je pense. Bah, Quand on a les références, peut-être qu'après on passe une étape et on perçoit leurs recherches par mais, rapport à l'image, tout ça, je pense, hein. mais je Je sais pense pas ce que tu par rapport à ce que tu à dis, hein. cause de ça, ça les rend peut-être un peu Ouais. plus de niche, vu qu'il faut Mm. quand même avoir pas mal de références pour moi, je pense, rentrer vraiment dans le Ouais. film complètement. Euh, Mais ils sont mieux distribués que par le passé, pardon, je t'ai oui, coupé, oui. mais ils sont mieux. Par le passé, leurs films ne passaient que dans les salles de quartier, en fait, hein. Et ils divisaient déjà hein, à Ouais, l'époque, ouais. ouais. Pour Mm. les films Amer ou Laisser bronzer les cadavres, les films ont été très mal distribués. Et là, visiblement, là, j'ai vu, c'est distribué par UGC et par une salle indépendante, Comédia. Voilà, donc il y a J'ai vu. quelques endroits où on peut retrouver le Mais, film dans les grandes villes. Après, je sais ouais, pas hors des villes à quel point c'est distribué. Je pense pas que non plus que c'est énormément distribué. ouais. C'est vraiment très très niche hein, Mm. comme cinéma. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment une volonté, il y a vraiment quelque chose qui essaye d'être fait. Une recherche, Et ouais. c'est logique que ça soit tombé dans les hallucinations collectives. Moi, j'ai encore du mal à comprendre vraiment, à rentrer dans la démarche, mais Mm. ça peut m'intéresser quand même de savoir un peu ce qu'ont fait les auteurs avant. Mais pour Voilà. rebondir sur ce que tu dis sur le truc de niche, c'est savoir aussi que c'est un couple de réalisateurs qui préparent vraiment en amont énormément leurs films. Le dernier film, ça fait 5-6 ans qu'il l'avait fait, donc tu vois, ça fait un bail. Bah, ils en Et parlaient d'ailleurs que, ouais, ils prennent pendant la vachement de séance. Ouais. temps, en fait. Et du coup, ils ont pas que ça comme métier parce qu'ils pourraient pas vivre que de ça, finalement, vu qu'il y a quand même 4 ans où il faut quand même vivre, hein, je pense. Donc, ils doivent participer à d'autres trucs. Je pense que c'est des gens qui sont très dans la transmission de savoir. Je sais pas ce qu'ils font à côté, mais je pense qu'ils font un truc où ils transmettent quelque chose à côté, un Alors, métier, parce qu'ils pourraient pas vivre de ce qu'ils font dans la mesure où ils mettent beaucoup de temps et que les films sont pas non plus des films qui ont un succès monstre, hein, il faut le dire. alors, j'ai pas pris de notes Mais pendant ce qu'ils disaient, mais ils ouais, parlaient de pas mal de choses. Il y a eu des ouais, questions dans le public autour de comment ils font et de leur quotidien, etc. bah ouais, ouais. Mais j'ai pas tout noté. Je sais qu'il y a d'autres personnes Mm. qui sont déjà passées dans l'émission, qui ont vu le film, mais Mm. si jamais on a l'occasion, peut-être à un moment donné d'en reparler avec eux, pourquoi pas. Mais là, pour le moment, j'ai pas les Mm. réponses de ce qu'ils ont Mais vraiment je dit. pense, moi, je les avais rencontrés, moi, enfin, alors, pas personnellement, mais ils étaient venus à d'autres festivals. Ils étaient venus au Paris Fantastic Festival Film pour leur troisième film. Donc, j'ai oublié le nom, mais bon. Le Et pif? comment? Le pif? Ouais, ils étaient au PIF, mais pour leur troisième film, en fait. Et chaque fois, j'étais pas là pour le reflet, comment on dit, c'était diamant, reflet d'un diamant noir dans un Refait dans un diamant mort. voilà, c'est ça. Mais c'est des gens qui sont très prompts à la discussion. Et ils ont donné je sais pas s'ils ont donné cette Si, impression. ils aimaient. Et en plus, Parce que ils étaient au Festival ouais, des Hallucinations parce qu'ils aimaient aussi le ouais, festival. ouais, Donc ils étaient vraiment ravis d'être là et ils étaient assez loquaces, ouais. ouais, parce que pour Il y la avait une grande complicité entre les deux parce que c'est le réalisateurs. festival qui les a fait connaître. Leur premier film, il a été diffusé au début qu'à ce festival-là, en fait. Ah, ok. Hammer, pareil. Hammer, c'était Hammer, ouais. Hammer, c'est ça. Donc du coup, ils ont un lien intime avec le festival, en fait. Avec ce type de festival. Oui, c'est des Ouais, ouais, Français, c'est ouais. des Français.
C'est du cinéma Et je me français. souviens qu'ils étaient venus à une époque, il y avait aussi Gérard Kikoïn qui était là dans le jury, en fait. Gérard Kikoïn, c'est un auteur des années 70 qui a fait du genre, du porno, tout ça. Et du coup, ils se connaissaient déjà entre eux et ils avaient aussi beaucoup de discussions avec le responsable du festival. Et quand ils étaient intervenus, on sentait qu'il y avait vraiment une proximité entre eux et en même temps un intérêt tout particulier apporté à l'histoire du cinéma des années 60-70, comme je dis, sur le cinéma de genre italien ou européen en général. Et c'était plutôt intéressant parce que ils ont un lien étroit avec, cette histoire-là et ils enseignent à mon avis, de ce que j'ai vu en tout cas le premier c'était vrai, le deuxième aussi, ils essayent de comment dire? De sublimer leur savoir par rapport à ça, d'en faire quelque chose en fait d'autre. Alors, des fois par rapport aux autres films que j'ai vus d'eux, ils ont du mal à décoller du genre et des fois ils y arrivent vraiment, quoi. Mais c'est un cinéma difficile, hein, parce que le cinéma de genre aujourd'hui, c'est un truc qui est vieillot un peu, on va dire. C'est-à-dire les trucs américains, ils font un peu de tout, ils font de la romance, de l'action, tout ça, mais c'est pas particulièrement un film d'espionnage. Enfin, c'est de plus en plus rare Non, d'avoir non. un vrai film d'espionnage, un polar. Oui et non, en fait, ouais. Ouais, c'est Ça explore les genres. ouais, Bon, bah, du coup, on va passer au prochain film. Donc, prochain film, Stranger Eyes, qui est un film singapourien, taïwanais, je sais pas comment on dit, entre Singapour et Taïwan. Et c'est une production qui a encore même la France est dedans. Enfin, c'est une coproduction avec plein de pays. Et on va se retrouver en fait avec un jeune couple qui a une fille qui est née il y a peu de temps et qu'ils ont un voisin d'en face, donc ça ressemble un peu, ça parle de fenêtre sur cour un peu dans les références, même si c'est pas vraiment, il n'y a pas ce côté que je vais dire que je trouve un peu limite complotiste de fenêtre sur cour, de recherche, etc. Mais là, là c'est vraiment dans l'idée il y a un voisin et ce voisin-là va les observer. Et on va voir à travers ce voisin qui va les observer bah, leur quotidien et la pression que ça peut potentiellement leur créer au bout d'un moment où ils s'en aperçoivent. Donc on va pas mal voir ça, c'est assez long, d'ailleurs des grands moments de silence sur ces moments-là. Le voisin est clairement un voyeur, hein. Enfin, c'est pas masqué, voilà. Et moi j'ai trouvé que le film traînait vraiment en longueur sur ce côté-là. Alors il l'a peut-être fait exprès pour justement qu'on voit bien à quel point il les suit partout, au parc, dans l'immeuble, dans des lieux publics, etc., dans des lieux même dans des restaurants et tout ça, euh, voir jusqu'où il va. Et on voit aussi un peu ce qui se passe avec ce voyeur, avec sa mère notamment, qui est autour et tout ça. Et après, il y a un truc qui va se passer dans le film, et le film va justement un peu plus décoller, mais c'est vraiment assez tard que ça arrive. Donc voilà. Moi, le film, j'ai trouvé le sujet principal, je trouve qu'il peut être intéressant parce que le voyeurisme au cinéma, c'est quelque chose qui peut réinterroger le spectateur selon la façon dont c'est fait. Après, ça peut être un peu facile, selon certains cas, de réinterroger parce que, oui, les spectateurs voient un film, donc si tu vois un voyeur, t'es aussi voyeur un peu, voilà. Donc, c'est un peu facile comme conclusion, mais en même temps, ça peut être intéressant dans certains cas. Je trouve pas qu'il va trop dans cet aspect-là, justement. Je trouve qu'il montre plus le, le côté de pourquoi, enfin, le questionnement qu'on a sur le personnage qui est voyeur. En tant que spectateur, on se pose la question de pourquoi il fait ça. On aura quelques réponses, mais pas tout. Donc, dans le film, il va laisser quand même une part un peu libre. Euh, moi, je trouve que le film est trop long, globalement. En plus, il dure un peu plus de 2 heures, je crois. Il est trop long, il mériterait d'être beaucoup moins long sur son aspect, justement, où on a compris, en gros, qu'il était voyeur. On n'était pas obligé d'aller aussi loin là-dedans. Donc voilà, je trouve que sinon, il y a quand même des choses plutôt pas mal. La photo est pas incroyable, mais elle est classique, parce finalement. qu'il y a cette idée, de questionnement par rapport à l'interdit, parce que le voyeurisme, forcément, c'est quelqu'un qui veut casser l'interdit, en fait. Bah, en fait, vu que ça montre vraiment beaucoup du quotidien, Mmh. pas tant Ouais, il finalement. y a pas trop, non. C'est vraiment, en plus, il y a vraiment tout un rapport avec le fait que vu qu'ils filment des fois dans des lieux qui sont complètement publics, Ouais. c'est difficile aussi pour de l'inculper ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette trame-là qui est un peu travaillée dans le film. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Et limite, ça peut être malsain de poser cette question comme ça d'ailleurs. Et Mais c'était un bon. film chinois, non? Un film de Singapour, entre Singapour, Singapour et OK, Taïwan. parfait. OK, d'accord. Il y avait un
Il y avait un film comme ça fait très longtemps que je l'ai vu, avec Robin Williams. Ok. Un de ces films dramatiques, justement. Où, il développait des photos dans un supermarché et il stockait une famille. Il était un peu voyeur d'une famille dont il développait les photos. Il se faisait des doubles pour lui. J'ai pas Mais vu je le me film. rappelle plus de la fin ni de l'intrigue du film. En tout cas, dans ce film, il y a quand même un passage qui est sur cette famille. Et après, il y a après un événement aussi qui est travaillé. Mhm. Et on va être centré plus trop sur le voyeur, mais sur un autre personnage après. D'accord. Mais vu que ça dévoile pas mal de choses de l'intrigue, j'ai pas envie de trop Mm. rentrer dedans. Ouais. Donc voilà, c'était le petit moment juste pour vous dire, si jamais vous avez envie de vous donner vos propres idées, c'est aller regarder le film. Est-ce que tu as vu Peeping Tom Comment? sur Peeping Tom, Non, le voyeur, justement? ah, j'ai pas vu. Ouais, non, ok. Et on va passer maintenant Ouais. à la suite de ce film aussi, donc qu'on voit absolument pas l'image. Je suis beaucoup trop loin. Qui s'appelle donc Gondry avait fait un film qui s'appelle Sa fille, non? Maya, donne-moi un C'est titre. ça, non? C'est sur sa fille, non? Ou Qui Maya, c'est la fille de Michel Gondry. Mhm. D'ailleurs, elle est présente dans le premier film. Elle est aussi présente dans le deuxième film, sa fille. Donc, il a juste fait un autre film. Le premier film, c'était avec Pierre Ninet qui faisait la voix off. Donc, en gros, le principe de Gondry, c'est il a un système de caméra chez lui où il va prendre une image. À chaque fois, c'est une sorte d'équivalent d'un stop motion, mais non pas sur des personnages comme Wallace et Gromit avec des maquettes, avec de la pâte à modeler, mais là, c'est vraiment des dessins, des aplats de dessins, et il fait du décollage et des découpages pour faire des scènes. Et du coup, il fait un film avec ça. Ouais, puis on le voit faire déjà dans le livre de solutions, en fait, où il se dédouble à travers le personnage de Pierre Ninet. Il y a vraiment une séquence où Pierre Ouais. Ninet fait un film comme ça, Oui, avec c'est ça. le renard. Et ben cette scène avec le renard, c'est exactement, c'est tout un film. Donc, au Maya, c'est départ, tout en un fait, film comme ça. ouais, d'accord. Et en fait, pourquoi donne-moi un titre? Donc c'était le premier film, c'est parce qu'en fait Maya, il fait des films pour sa fille. D'ailleurs, il met un film de papa dans le titre. Il fait vraiment ça pour sa fille, ce qui est assez chouette comme approche. Et du coup, il demande à sa fille de lui donner un titre. Et comme ça, avec le titre, il fait un film. Donc, il veut laisser l'imagination de sa fille pour qu'ensuite, lui, il imagine autre chose avec cette contrainte-là. Ce qui est un exercice assez intéressant, je trouve. Bon, il y a 2-3 trucs, moi, que je trouve encore cringe dans le premier et le deuxième film. C'est que parfois, dans le premier film, c'est encore plus flagrant, moins dans le deuxième, mais il met des fois des scènes où il met sa fille nue dedans. C'est quand même pas terrible en dessin, hein, pas en vrai. Mais ça reste limite des moments, la façon dont c'est amené. Voilà. Comme Donc, tu le dis, ouais, ça paraît toujours. ça fait un peu glauque, on Ouais, va c'est dire. bon. Moi, ça m'a choqué un peu. Peut-être que des gens, ça les choque beaucoup moins, mais en tout cas, moi, je trouve plein de choses très mignons et ces moments-là vraiment très cringe. Il n'y a aucun contexte qui peut donner du sens, genre qui lui donne son bain. Après, Si, mais c'est Gondry, donc donner le bain, c'est 100 fois plus que donner le bain. Donc voilà. c'est comme dans La Science des rêves où on voit leurs mains, ils ont des mains gigantesques, tout est démesuré. Donc ça, c'est plus du quotidien en fait. Pour donner une idée, un des titres des films, c'est un truc du type Maya casse la Terre ou un truc comme ça. Donc, tu t'imagines comment Gondry, à partir d'un titre pareil, va s'imaginer un truc derrière. Donc voilà. Donc il va laisser place à son imagination et là, on va laisser place à plein de choses. Donc oui, il y a une séquence justement de nu où elle est dans un bain dans le film. Donc tu pourrais croire que c'est approprié, mais c'est quand même un peu cringe, je trouve, malgré tout. Alors peut-être que c'est que moi. Est-ce qu'il faut avoir vu le précédent pour voir celui-là ou pas? Non, c'est juste que là c'est Blanche Gardin qui fait la voix off et l'autre c'est Pierre Ninet, mais si t'as pas vu le film d'avant, tu peux voir celui-là, tu peux le voir dans l'ordre inverse, ça marche. C'est des histoires qui se suivent pas, donc C'est adapté pour les enfants? c'est fait pour les enfants, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont fait ce dépliant, si tu veux regarder, dedans tu peux même avoir les petits crayons, Ah oui, d'accord. si C'est tu du veux. coloriage. Voilà. Mais moi je trouve que Placement oui, de c'est fait produit. pour les enfants, mais c'est un peu fait aussi, je trouve que
il y a le côté, en fait, il y a le côté inventif de Gondry qui essaye justement de repartir à l'idée de l'enfance pour faire des propositions hyper fantastiques qui vont dans des trucs assez folles. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant que tout un tas de dessins animés qui sont justement peut-être un peu trop niais dans certains cas ou avec peu de profondeur, qui font toujours un peu la même chose. Là, ça explore vraiment de l'imaginaire assez loin, donc c'est intéressant sur cet aspect-là. Après, oui, le film est très niche, mine de rien. Hein. Le Il processus y de avait création. on était 3 dans la salle. Hein. Enfin, voilà. Mm. Donc voilà, C'est sur un processus de création, en fait, la oui, manière de. après Gondry, tu sais, Ouais. il essaye toujours dans plein de ses films Et dans Ligue des de... Solutions, c'était déjà ça. Ouais, Quoi. ouais, dans Livre des Solutions, puis Ouais. dans Eternal Sunshine avec Ouais. la technique du morphing, dans The Green Hornet, je crois, c'est ça, il a fait un truc assez loufoque sur ses Ouais. anti-super-héros. Et après, j'ai pas vu, je sais plus quoi rembobiner là, mais Ouais. Be Kind Rewind, que j'aimerais bien Ouais. voir, mais que j'ai toujours pas vu. Oui, alors là, c'est que du bricolage. Hein. C'est vraiment, alors c'est Ouais. vraiment le sujet du film. Hein. Faire des films avec 3 francs 6 sous. Mm. Il faut bien imaginer que Gondry, juste pour ouvrir un peu, ça reste quand même celui qui a fait des clips assez mémorables, notamment un des plus connus qui est celui des Daft Punk avec Around the World. Et je sais que tu en connais plein aussi. Je danse le Mia. Et il y en a plein. Il y en a plein. Vous regardez les clips de Gondry, c'est hyper inventif à chaque fois en général. Et ça utilise souvent peu de moyens, mais ça marche vraiment très bien. Et il utilise beaucoup, ouais, C'est intéressant pour les producteurs. Quoi. ouais, mais il utilise beaucoup en fait, il arrive à faire des des clips assez fantastiques avec vraiment des effets, mais qui sont, comment ça s'appelle, des effets pratiques, beaucoup d'effets pratiques, mine de rien. Regarde, on voit la fabrication, en fait. Voilà. Ça reste un peu une sorte Voilà. d'artisan. Ouais, On n'a pas de un mec assez fantaisiste, quand Ouais, même. on n'a pas de moyens monétisés, et puis du coup, les idées montrent que avec le peu de moyens qu'il a, il fait quand même des trucs assez incroyables, donc Ouais. c'est plutôt chouette. Ouais, enfin, en fait, Sauf ce que qui compte, quand il a eu finalement, un film où il y a eu un bon budget, Ouais. qui est l'adaptation de L'écume des jours, Ah oui. je trouve pas que Bah, c'était il a son pas meilleur trop. film. Ah non, il a pas trop. C'est pas trop. Ça fonctionnait pas. C'est Bah, dommage. c'est très classique, quoi. C'était classique, c'était pas très. Plus classique, mais avec. En plus, assez contradictoire par rapport à l'œuvre de Boris Vian, finalement. C'est pas classique du Oui, tout. après la fidélité par rapport à Ouais, ce roman, c'est ça discutable. le Il aurait problème. pu faire quelque chose. À mon avis, c'est une question de production, ça. Il est peut-être plus à l'aise quand les producteurs sont pas trop là, en fait, et qu'il peut faire ce qu'il veut, en fait. Ah bah, on peut Mais c'est dire le le pareil de tout mais un tas de c'est réals. ouais, c'est le cas de beaucoup de réalisateurs. Hein. Enfin, évidemment, l'industrie du cinéma, c'est compliqué par rapport à ça, en fait, les relations Et ben entre producteurs. maintenant qu'on a fait un peu ce petit passage sur Maya, moi je vous propose que tu nous dises, Vincent, Pourquoi 2-3 trucs sur Enzo, parce que tu Ah l'as oui, rattrapé c'est vrai, entre-temps. Enzo, oui, On en Enzo. avait parlé déjà 2 fois dans l'émission, Bah, donc ouais, c'est ouais. pas On l'a bien. fait 2 fois déjà? Ouais. Ah mon Dieu! Je me souviens de la dernière fois, mais je me souviens pas de la fois 1 ou 2, d'avant, ouais. mais bon, c'est pas grave. Bah, Enzo, bah, ouais, moi je trouvais ça vraiment un film intéressant, avec ce parcours de ce jeune adolescent qui finalement veut échapper à sa classe, mais pas non plus, rentrer dans une nouvelle classe sociale, je veux dire. Voilà, donc en fait, Enzo, c'est un garçon d'une Donc, famille assez bourgeoise qui va se ouais. retrouver Mmh. sur un chantier parce Oui. il est pas doué pour les études, donc il a envie, lui, de faire maçon. Il a pas envie Je sais pas d'aller si c'est plus loin. vraiment le En tout problème cas, de ils en d'être doué. disent. C'est eux qui disent ça, il Ouais. pourrait être meilleur, tout ça. Mais en fait, lui, il a choisi autre chose et ça plaît pas forcément à son père parce que son père fantasme, comme beaucoup de parents, Mais il sur y a son enfant. Mais il y a ce sujet-là qui est ouais, un côté abordé sur du sur déni. Ouais. ce que projettent les parents sur les enfants. Et lui, finalement, il est pas du tout désorganisé. Il a décidé de faire quelque chose et il s'impose même une rigueur, Mais, en fait, mais on voit que ses résultats sont pas forcément très bons à l'école parce qu'à un moment donné, ils lui disent ah mais c'est au pas début. parce que C'est au début. t'as pas des très bons résultats, mais Mmh. tu vois, tu aimes bien faire du dessin, tu devrais continuer là-dedans, etc. En fait, il y a vraiment une volonté qu'il aille pas dans ce travail-là des parents, mais Comme beaucoup parce de que parents, ils ont peur qu'il se casse le dos, machin, etc. Ils ont vraiment peur de tout ce genre de trucs-là. Ouais, qui ont une idée assez C'est caricaturale ça. sur l'idée que, bon, finalement, quand on est dans une classe, on répète ce que fait une classe, mais lui, en fait, il sort du truc, il veut autre chose parce que il y a quelque chose qui
qui l'intéresse, il veut se libérer de son milieu. De toute façon, déjà, son milieu l'ennuie, en fait, pas Et, mal. et ça commence aussi par son chef de chantier Ouais. qui trouve qu'il travaille pas bien, Enzo, en fait, et du coup, qui va voir ses parents, justement, pour lui remonter les bretelles à la base, sauf qu'il découvre après, le chef de chantier, qui sont bourgeois, ses parents. Du coup, Bah, c'est un peu, le rapport change un peu, il y a une et espèce c'est d'envie dans le ce qui est regard, cool, en fait. Il y a une envie, forcément, parce qu'eux, ils vivent dans des 25 mètres carrés ou des appartements en ville. D'ailleurs, on voit à un moment donné la comparaison. Les parents sont sur une espèce de colline au-dessus de tout le monde. Donc, on voit déjà les écarts sociaux, mais je pense pas que sur une le film. piscine. Ouais, mais le film, il est pas sur là-dessus, en fait. Ouais, Il est pas sur il s'en éloigne le beaucoup, conflit social. Il s'éloigne de ça en disant ce qui compte, c'est le sujet principal, c'est Enzo, en fait, du film. c'est ça. Et aussi les personnes, le désir qu'il développe vis-à-vis de ce compagnon Ukrainien. ouvrier, là, ukrainien, là. Le désir qui naît chez lui. Il y a plein de choses. C'est pas non plus un film que sur l'adolescence, parce que ça parle aussi d'un phénomène social, en fait, et c'est assez critique vis-à-vis des théories de Bourdieu, qui dit clairement qu'on sort jamais de son cadre social. Ben là, au contraire, je pense que les gens sont pas forcément dans cette vision de la vie, d'opposition des classes, mais qui ont juste envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement, et ils se donnent les moyens, Enzo, hein. Même s'il a des difficultés, ça reste un ado. C'est normal qu'il ait besoin des conseils de ses parents au début du film, et puis après, finalement, il va à fond dans ce qu'il a choisi, même si ça plaît pas à ses parents, je veux dire. Et moi, je trouve que c'est un film assez sensible, assez authentique. Après, ça donne pas des réponses, ça pose beaucoup de questions, justement, sur cette question de l'individu et de sa classe, en fait, sans jamais rester coincé là-dedans, en fait. Puis la Mais fin bon, a quand même le mérite mmh. alors, d'être un peu ouverte, mais pas forcément trop, mais surtout laisser place à une forme de respiration quelque part. Ah oui, ouais, c'est clair, même la fin, il y a pas une réponse, c'est juste qu'à la fin, il se passe un événement qui fait que finalement, il va vraiment encore plus choisir son chemin, en fait. On sent il va encore plus Voilà. se séparer de ses parents, en fait, finalement. Ce qui est une bonne chose, hein. Voilà. Et donc, voilà pour ces quelques minutes Ouais, sur Enzo. On ouais. va passer maintenant à un film de Wes Anderson dont on avait déjà parlé Ah oui, rapidement dans de l'émission. Félicia Mchem. Voilà, donc qui est le dernier Wes Anderson. Qui l'a vu? Bah, on l'a vu tous les deux. Vous êtes deux à l'avoir vu. Moi, j'en Ouais. avais déjà un peu parlé. Qui veut dire un peu ce qui se passe globalement dans le film Bon, et c'est veut l'histoire donner d'un votre avis? mania, en fait, hein. L'histoire d'un mania et de sa fille, en fait, parce qu'il veut Oui, léguer sa richesse à sa fille. Ça commence comme ça, en oui, fait. bah, d'un homme d'affaires véreux Ouais. qui, Pourrait comparer à Elon Musk, finalement, ou alors, je sais pas. oui, ah bah, Je sais pas, il y a. au lieu que ça soit les fusées qui explosent, lui, c'est ses avions. Il a Ouais, essayé de réchapper, il a ouais, réchappé à un c'est grand nombre d'attentats. ouais, Et il veut monter une grosse affaire qui s'appelle le plan phénicien pour ouais, c'est essayer ça. de placer de l'argent. Récupérer des investisseurs un peu Voilà, partout c'est une pour grosse faire un magouille. truc. Bah, on retrouve le style Wes Anderson, des Ouais, plans extrêmement composés, avec maniériste. plein de personnages. Et je trouve, alors, par rapport aux deux précédents qui étaient Asteroid City ou French Dispatch, Ouais. où vraiment là, le formalisme, surtout dans French Dispatch, était poussé très très loin, Mmh. tellement hyper composé. Alors visuellement, c'est assez sidérant, mais je trouvais que c'était très froid. Je trouvais que c'était. Là, c'est un peu plus chaud quand même, Oui, dans les relations moi, même entre les. Ouais, 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 je suis un peu plus sensible à ce que vivaient les différents personnages. ouais. Mais comme toujours, nombre d'acteurs, actrices connus, je trouve là, ça reste perturbant. C'est ah ben tiens, t'as tel second rôle de 3 secondes, ou ah ben tiens, c'est Tom Mmh. Hanks. Oui, pourquoi? Après, c'est assez C'est- critique vis-à-vis du monde des affaires finalement, où il y a que des requins finalement. Ah Il y a bah, toujours l'histoire: «Ah mais toi tu es déjà là, t'as le je te requin du je te requin. reconnais, tu m'as déjà assassiné ou tu as essayé de m'assassiner en fait». Enfin, il y a pas d'amis dans ce domaine-là finalement, et c'est des gens très solitaires, et tu as la fille du maniaque qui essaye d'y voir clair là-dedans, Qui enfin, est une religieuse. qui est une religieuse en plus, qui veut échapper à ce monde-là Mmh. finalement parce Et qui n'y arrivera qu'elle veut peut-être pas. aller dans un cloître. Mais c'est curieux parce que j'ai lu des critiques et ils parlaient pas de ce rapprochement avec, le monde dans lequel on vit en fait. Mais finalement, je pense qu'Anderson, il en parle de manière déguisée, Bah, toujours avec une le distance, monde de parce que là, ça l'argent. se passe, c'est années 50, 60. Voilà, c'est ça, il essaie de Voilà, trouver, ouais, ils disent. C'est les tontons flingueurs, mais sous Xanax. Euh, Bah, c'est vrai que c'est toujours avec le ton, monolithique, de pas ces tous, films, pas c'est tous. Non, non, il y en a quelques-uns qui sont. il y a un peu d'humour, hein, quand même dans ce film, hein. Il y a pas rap Il y en a qui ont pris des amphètes.
Un peu plus speed que Oui, d'autres. oui, il y en a, oui, oui, bah, Il y en a qui se suicident aussi, vraiment. oui, Non, mais bah, après, il y a toujours l'humour noir l'humour jaune, je sais pas, le rire jaune de. L'humour sans émotion de Wes Anderson. Bah, c'est un peu complexe parce que finalement, comment y voir clair totalement dans les films d'Anderson, bah, il applique toujours la même méthode. Je pense qu'il travaille en amont énormément tous les détails, les objets, tout est millimétré, le contrôle des plans, enfin, toujours les mêmes types de plans fixes ou alors des travelling panoramiques. C'est toujours les mêmes genres Mais, de plans en fait. mais moi, techniquement, je peux trouver ça intéressant. Ah, Moi, c'était très intéressant. le truc Mais que j'ai du mal vraiment avec le film, c'est que là où dans certains de ces autres films, ben, on sent que les personnages, ils ont quand même plus d'humanité, on va dire. On a tendance à perdre ça dans les derniers films de Wes Anderson, où les personnages on est beaucoup plus détachés, on sort d'eux parce que on n'arrive pas à trouver de l'empathie envers eux. c'est Enfin, moi, en vrai que tout ça cas, j'ai fait un beaucoup de peu mal. film univers protégé, Wes Anderson. Comme s'il se protégeait d'un monde qui devient de plus en plus violent, en fait. Peut-être que son style est lié à ça aussi, je sais pas. mais Manière de voilà, sublimer. je veux dire, Grand Budapest Hotel ou Moonrise Kingdom ou même ce détour vers l'animation, voilà, c'était émouvant, c'était bouleversant. Il y avait autant de stars, autant de personnages, un peu plus d'enfants, mais je suis pas sûr que c'était ça parce que dans Asteroid City, le précédent, il y a un peu Ouais, plus d'enfants, mais ça reste. c'est encore les années 50 en plus, Astéroïde City. Oui, 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 bah, Mais bah, parce que son esthétique, c'est très. On peut retrouver des plans qu'on a chez Hooper, en fait, avec ses aplats, tout ça. Enfin, oui, mais mais c'est je sais encore plus pas. froid, c'est encore plus froid et Disons qu'il déshumanisé y a que une les univers différence de dans corps. ce film-là par rapport aux autres, c'est qu'il est vraiment qu'il y a qu'une seule histoire. Alors dans ces autres films, il y a plusieurs histoires en même temps qui se rejoignent. Ouais. Là, c'est vraiment une progression. On suit toujours même personnage, la fille, avec quand même des revirements de situation qui sont assez surprenants et qui font que finalement, on peut changer dans la vie. C'est possible. Oui, 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 Même oui, si, c'est le changement chez Wes Anderson, c'est quelque chose par rapport à son style qui est quand même compliqué en fait. Il aime pas trop les choses qui changent en fait. Il aime bien rester dans son style à lui en fait et continuer dans le même style depuis des années en fait, avec ses plans très oui, travaillés, tout ça. mais avec de moins en moins d'émotions. Un peu plus Ah ouais, là, ouais, mais c'est ça, voilà. et ouais aussi j'ai eu du mal avec ce Oui, film-là où il y a vraiment une oui. distance encore plus grande que les autres. Oui, mais j'ai une scène dans Moonrise Kingdom où on voit Bill Murray, Ah oui. père de famille, qui sort la nuit, il a un livre, il fait chaud, il a un livre dans une poche, il a une hache dans une main, il dit ah, faut que je sorte, faut que j'aille couper un arbre. Et je sais pas, moi, c'était complètement surréaliste et Ouais, ouais. c'était très Et drôle. en même temps peut-être Là, bienvenue, je sais pas. oui, voilà, et là, bah, il joue Dieu ou Ouais. un dieu, on le reconnaît à peine derrière sa barbe, et puis c'est tout, et Ah puis oui, ça y est, je me souviens des séquences en fait où voilà, il y a quand il deux, dort, en trois fait. acteurs, actrices très connus qu'on reconnaît, mais voilà, c'est. Il y a un côté enfantin aussi, de manière de se représenter les choses, mais Oui, mais quand c'était avec 10 sur plus sur les enfants, comme dans Moonrise Kingdom, je c'était comprends, émouvant. ouais. Là, Moi, j'ai un peu de mal j'ai plus de mal que les autres à rentrer dans le film, là. oui, bah là, c'est de plus en plus Après, de hermétique. dire qu'il est moins bon que les autres, on peut pas dire ça non plus parce que c'est très travaillé, c'est intéressant quand même malgré tout. Mais on Bah, a moins peut-être, moins d'émotion, ouais, tu rentres moins dans l'histoire. Alors, de c'est plaisir. Je veux dire, en termes de plaisir, c'est peut-être, bah, je sais pas, ça dépend des personnes en fait. Je bah, suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver ça, ça bah, va c'est leur plus parler bah, vraiment parce qu'ils c'était ils assez aiment bien cet formel. univers en fait. Oui, mais c'est dans ce cas-là beaucoup plus formel. C'est ça, ouais, c'est C'est ça. plus une émotion esthétique que tu verrais dans un expo d'art contemporain dans C'est ce vrai. cas-là. Moi, j'aime bien les films de Wes Anderson en général, mais c'est vraiment les 3 derniers films qui m'ont laissé beaucoup plus de côté, même si Ouais. je trouve que ce film là, qui vient de sortir, là, Phoenician Scheme, il est quand même au-dessus des 2 précédents, sans être pour autant au niveau des ceux d'avant. Mais c'est comme ça que je le ressens. Je comprends, hein. Bon. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous propose que tu Ah, reviennes nous parler de sur Chime un peu. le moyen métrage de Kyoshi Kurosawa. qui est sorti en même temps que Cloud en fait. Un petit peu avant, je crois. Ah ouais, Ouais. sorti un peu avant. Et du coup, qui a été fait un peu avant aussi que Cloud, en termes de date, même si la sortie c'est la même année. Il a été fait en 2023, je crois. Et Cloud en 2024. Ah bon. C'est assez surprenant de voir un moyen métrage au cinéma, hein, on n'en voit pas souvent. Généralement, ce qu'on voit, les sorties, c'est les longs métrages. Les moyens métrages, on n'en voit jamais. Des courts métrages, encore moins.
À part pendant les les À festivals. part des fois Mais comme des films, oui, et comme, comment il s'appelle déjà? Almodovar qui avait oui, sorti 2 mais du films. coup, lui, il avait sorti pour faire un long métrage, 2 moyens métrages pour faire un film, quoi. À mon avis, pour faciliter la sortie de son En tout film cas, c'est aussi, je quand même pense. ces Mais 2 2 c'est courts ça, moyens métrages qui sont l'un à la suite de l'autre, c'est mais ça. qui se répondent pas en fait, qui Pas du sont tout, très non. différents. Je pense que c'était vraiment un moyen pour que ça sorte, hein, quelque part, je pense. C'est possible. Et là, C'est il a pris du risque d'ailleurs, je pense, Kyoshi Kurosawa, de sortir juste un moyen métrage de 45 minutes comme ça. Je me dis, pas évident. mmh, Moi, j'ai réussi à le voir dans une petite salle. Je trouve ça intéressant par rapport aux autres films. Pour faire rapide, ça met en relation, un maître cuisinier, des étudiants, comment dire? Des chasseurs de tête dans le domaine de la gastronomie et un détective. et pour info, si vous trouvez le synopsis du film, Mmh. et ben, en fait, il spoil l'intégralité du film. Ouais, Je faut pas regarder, Mais vraiment, il dit tout ce qui se passe. ouais, En même moi temps, tout j'ai ce qui se passe, c'est pas long à expliquer, ouais, mais vraiment. j'avais juste moi lu le début en fait et en fait le début c'est que le début et après il y a rien d'autre. Après le truc c'est ce qui est intéressant, c'est que ces 3 personnages, ils évoluent dans un système où tout n'est pas expliqué en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont hors champ et d'ailleurs que Kiyoshi Kurosawa dans son cinéma aime bien ne pas expliquer trop les choses et laisser l'imagination il le dit d'ailleurs, laisser l'imagination du spectateur agir en fait. Justement pour que tout ce qui est hors champ ne soit pas, comment dire? On ne savent pas vraiment ce que c'est de quoi ils retournent. On sait juste que ces personnages sont confrontés à des obsessions, qui les mènent quelquefois à passer à l'acte et qu'il y a dans une ambiance générale quand même une certaine, finalement, critique d'un Japon qui est très, coincé dans des codes et que les personnages sont très vite coincés dans une action particulière ou un truc qui amène forcément à l'épouvante ou à l'horreur, enfin. Alors, j'en avais déjà parlé, mais le Mmh. titre du film en français, ça se traduirait par carillon, et ça Ouais. représente globalement le sort de bruit qu'entendent tous les personnages à un Qu'un moment. personnage entend, en fait. Les Et, autres, on sait pas trop et, s'ils lorsque, l'entendent, enfin. et quand les gens l'entendent, en Mmh. général, les autres ne l'entendent pas à ce Ouais. moment-là, mais quand un personnage l'entend, il va se passer quelque chose par la suite, globalement. Ouais, puis ce qui est intéressant dans le film, c'est que quand j'ai dit qu'il y avait vraiment ces 4 personnages, c'est qu'il vraiment, hein, il y a que ces personnages et on a l'impression que le décor qui est la vie qui les entoure est complètement désertifié, en fait. Il y a qu'eux qui existent, en fait. Donc du coup, il y a une espèce de presque de théâtralisation sans forcément appuyer Bah, du ça, truc, en fait. C'est En intéressant, vrai, le fait déjà et que on se retrouve avec un cuisinier qui finalement frustré aussi, est, enfin. est dans quelque chose qu'il n'a pas forcément complètement envie de faire, il a d'autres ambitions, mais sa hiérarchie lui laisse pas Ouais, accès à voilà. d'autres choses. Ouais. Et tous les gens qui viennent faire de la cuisine avec lui, c'est des gens qui veulent s'évader de leur quotidien. Donc on sent qu'il y a une Mmh. sorte d'individualisme qui pèse sur chacun des personnes qui Il y a viennent. plusieurs histoires Voilà. qui se rencontrent sans jamais qu'on ait le Mais on sens de sait pas ces histoires-là. voilà, on sait pas ce qui se passe dans la vie de chaque individu, Il y a mais une on sait inquiétude. que s'ils viennent Mmh. rechercher ça, bah comme nous, si jamais on fait une activité, hein, Mmh. des fois c'est parce qu'on cherche autre Ouais. chose qu'on n'obtient pas dans notre quotidien. Bah il y a cet aspect-là qui est développé et qui le pousse un peu une forme d'extrême finalement. Bah, qui sont enfermés quand même dans leur individualité tous. Il y a les correspondances entre les individus sont compliquées et quelque part, ça encore une fois, je pense que c'est une manière je pense que Kyoshi Kurosawa, il parle beaucoup de la société dans laquelle il vit en fait, tout simplement et que, les personnes sont très vite enfermées, quand ils réussissent pas, ils sont frustrés, ça les amène à faire des grosses conneries. Enfin, très vite, c'est notre monde, du fait qu'il y ait pas il y a que le détective qui correspond, qui discute avec les autres, notamment avec le maître cuisinier. Mais les autres, entre eux, ils discutent assez peu ou alors ils discutent toujours en termes de gain, en fait. Je vais avoir ça, je vais pas l'avoir et du coup, ça crée un problème, social, en fait. Enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que quelque part, il reste fidèle à son style, pas comme, Wes Anderson, qui est vraiment coincé dans un esthétique, on va dire, maniériste. Kurosawa, il travaille avec le réel, vraiment, quoi. Il travaille avec le réel et il se pose des questions, enfin, Bonjour voilà, quoi, Briquet Broc. voilà. Bon, bah, après, Et bien sur ces bonnes paroles, vu qu'on a déjà un peu parlé du film, on va changer parce qu'on va passer au film d'avant.
aux films de patrimoine. Ah oui, c'est On vrai. va commencer par un immense classique que vous avez peut-être déjà vu qu'il est passé pas mal de fois. Le Donc, caméraman film de Buster Keaton, donc grand classique du cinéma, Le Caméraman, Mm. qui était passé d'ailleurs dans une séance d'ouverture à un Festival Lumière une Oui. année où je me rappellerai toujours parce que c'était c'était 15 ans, voilà, Ouais. c'est tout à fait. Et tiens, raconte-nous, Sylvain, ce qui s'est passé. Oui, c'était les 15 ans, donc Et ça, ils n'en ont confetti, pas parlé dans le journal le lendemain, donc nous, on va vous le confetti, dire. cotillon projeté, public sous les confettis et des grandes guirlandes qui s'accrochent en fait. À la structure du bâtiment. Voilà. Et donc, en fait, devant l'écran, on voyait des guirlandes qui traînaient. Donc, Il y en a quelques-unes qui étaient plutôt pas trop mal placées si on était au fond, moi. tout dépend. Tu étais situé dans le Altony Garnier. Et du coup, il y en a quand même quelques-unes qui sont restées, ils pouvaient pas les enlever. Ah, c'était pas possible. L'intervention était trop complexe pour les enlever, donc gros échec, je pense, où ils n'avaient pas prévu à l'organisation, à mon avis, qu'il se passe ça. Mais moi, j'ai trouvé ça très drôle, pour le coup, même si, bon, le film, heureusement que c'est un immense classique qu'on peut revoir Oui. beaucoup de fois, mais voilà, enfin, c'était rigolo de voir ce qui se passe, c'est ça. Disons que ça se superposait en plus, même si le film était bien restauré, il y avait des fois quelques traits. Oui, Et moi, où j'étais situé, ça faisait doublon. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est anecdotique. Ça n'enlève rien, absolument rien au plaisir du film, à sa grande inventivité visuelle dans les gags. et ben du Voilà. coup, le film, de quoi parle-t-il? Bon, d'un jeune homme qui veut essayer de percer dans le monde du cinéma et dans la photographie. Il est photographe Voilà. au début. Et puis, Oui. il voit les autres tourner. Et il dit, parce qu'il voit que photographe au moment du cinéma, c'est pas très intéressant finalement, financièrement. Et que c'est le cinéma qui est plus en vue, on va dire. Voilà. Et en plus, ça lui Mm. permettra de pouvoir essayer de se rapprocher d'une Voilà, d'une fille, d'un d'une certain fille qu'il personnage rencontre dès féminin. le début, en fait. Hein. Donc, Oui, tout voilà. ça, c'est le nœud dramatique pendant tout le film. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Buster Keaton qui un véritable cascadeur. Enfin, il Oui. s'investit à fond dans ses films. Et comme le faisait Charlie Chaplin, les deux sont complémentaires, que ce soit Charlie Chaplin ou Buster Keaton. On peut pas parler de l'un sans l'autre, je pense, dans la période du muet, parce que les deux réagissent à ce que fait l'autre, quelque part. Aussi D'accord. bien Charlot, il est plus on va dire, dans l'écriture d'une histoire, en fait, que Buster Keaton, il est plus dans l'écriture d'un personnage. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le perçois. Même D'accord. si Charlie Chaplin a toujours le même personnage qui Oui, revient, bien sûr. finalement, il y a quand même une histoire dans la rue vers l'or. On va parler de la rue vers l'or, mais on peut mettre les deux en relation parce que on les a vus tous les deux à l'Institut Lumière. Enfin, c'est là où on peut voir ces films, ou alors peut-être dans les. Moi, La Ruée vers l'or, j'en parlerai tout à l'heure, mais je l'avais vu à la première à Cannes, D'accord. parce qu'en fait, j'en parlerai, mais c'est un film qui a été restauré d'une certaine manière. Mais l'importance de l'histoire chez Buster Keaton, elle est vraiment un prétexte à une accumulation de comment dire, de scènes qui sont liées au drame et à l'humour. C'est-à-dire qu'il se fait toujours mal et il fait rire les gens parce qu'il se fait mal. Donc du coup, il y a toujours on voit déjà dans le comment dire, c'est quoi le truc inconnu, le Mécano de la Générale, qui est très connu. Oui. Là aussi, Donc, c'est après, c'est pareil. postérieur. Ouais, du coup, là, il en prend plein la gueule et c'est ça qui fait rire les gens finalement parce que Ouais. plus il en prend plein la gueule, plus il fait rigoler. Et en même temps, plus ça nous le rend plus accessible en fait. Plus humain. Ouais, plus humain. Alors que Charlot, quand même, il maintient toujours une certaine distance vis-à-vis des gens, en fait. Hein. C'est pas du tout pareil. Mais en même temps, les deux vont bien ensemble. Je sais pas, comme j'ai vu ces deux films, le Caméraman et La Ruée vers l'or la même semaine, j'ai vu combien ils pouvaient être complémentaires, en fait, finalement. Même si Charlie Chaplin a eu beaucoup plus de succès mondial, il a beaucoup plus de moyens que Buster Keaton, de par le fait qu'il a créé Minute d'artiste avec Douglas Fairbanks et Anne Marie Anne Pickford. Pickford, ouais. Marie Pickford. Comment tu dis? Marie, c'était Marie. Marie Enfin, je crois que Pickford? c'était Marie. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, il avait des moyens énormes. Et ben, ça veut pas dire que les films de Buster Keaton souffrent de ça. Il arrive très bien parce qu'il compense tellement par ses habiletés. C'est un acrobate, en fait, Buster Keaton, de par sa famille, tout ça. Il avait fait beaucoup de Mais comment dire, par contre, pas toujours réalisateur. Ouais, Le caméraman, c'est vrai. il est co-réalisateur. Le C'est pas, co-réalisateur, exactement. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. pas Ouais, c'est plus un clown finalement. Bah aussi, Je c'est sais que pas. il avait moins, par rapport à Chaplin, Ouais, beaucoup moins d'autonomie financière ouais, en ouais. termes de production.
puis il n'était pas Ouais. forcément producteur de ses films, Mmh. donc forcément le contrôle total sur la création artistique était beaucoup plus faible Mmh. et lui, il n'a pas Non, non. survécu à l'apparition du parlant. Non, non, lui, il a pas survécu du tout, je sais même pas si ça l'a vraiment intéressé, en fait. Je pense qu'il a C'est vrai que son cinéma s'y prêtait peut-être moins. ouais, ouais, il est tellement lié à l'acrobatie, finalement, Ouais. tout le film, le caméraman est marqué par des prouesses acrobatiques ou des répétitions de gags aussi, Oui. où il est Et toujours en danger, finalement, plus ou et puis moins. d'erreurs qui deviennent presque poétiques. Ouais, c'est ça. Sur les erreurs Ouais. de filmage qu'en fait, où il filme 3 fois, tout est Mmh. sur sur impression. Ça c'est une erreur, donc source de Ouais, moquerie, c'est ça, ouais. mais à la fois, je trouve très inventif et Bah, ouais. poétique. Bah, en fait, toutes les péripéties, il y a plus il y a péripéties, plus ça met en valeur le personnage, finalement. Parce que tout le film est chargé de péripéties et donc du coup, ça nous le rend encore plus humain, en fait. Mais ce Ouais. qui est le lien aussi entre, Charlie Chaplin et son œuvre et celle de Buster Keaton, c'est toujours ces personnages qui, sont en désavantage a priori dans les critères de société, les modèles de société par rapport aux femmes et finalement, ils finissent toujours par obtenir, ce qu'ils voulaient, en fait, finalement, parce qu'ils sont bizarrement, ils devraient pas Oui, obtenir gain de cause et ils y arrivent, en fait. Mais ils sont pas très beaux, ils sont pas très forts et finalement, c'est les femmes finissent par s'intéresser beaucoup plus à ces personnages qu'au 1er personnage. c'est peut-être le happy end, Ouais, un peu après imposé par les c'est toujours, producteurs. une manière de ouais, je sais pas, C'est c'est ça. intéressant de voir ça quand même, c'est-à-dire que Ouais. toujours, à ça casse les modèles sociaux finalement, complets, en fait. Bah, sur ces bonnes paroles, je vous propose d'enchaîner justement avec le Chaplin, donc qui est La ruée vers l'or. Donc La ruée vers l'or, donc film de 1925. C'est le centenaire cette année. Voilà, donc film muet, Charlie Chaplin, noir et blanc, tout ça, qui a été restauré et qui a été projeté en ouverture de Cannes Mmh. Classique. En fait, pourquoi est-ce qu'il a été restauré et en fait comment ça s'est fait? C'est parce que Charlie Chaplin a remonté plusieurs fois son film, l'a colorisé, enfin fait plein de choses avec la matière première de son film au cours de sa vie, à tel point qu'il a été difficile en fait de savoir quelle était la version telle qu'elle était sortie en salle. Mmh, c'est Et ça. tout le travail qui a été fait pour cette sur cette ruée vers l'or qui est ressortie Mmh. en version restaurée, ça a été de rétablir la version telle qu'elle a été D'origine, prévue ouais. d'origine, Ouais. avec les scènes que Charlie Chaplin avait coupées de son vivant du film. Donc en gros, l'idée, c'est que on peut voir grâce au travail de recherche qu'il y a eu dans les archives, notamment des cinémathèques et ailleurs dans le monde, Mmh. des cinémas qui avaient gardé eux aussi de la matière en fait. On a pu reconstituer certaines des scènes qui sont des inédits. Alors moi, j'ai pas trop remarqué énormément d'inédits, donc si vous en avez remarqué, c'est Je très me bien. souviens plus de la première fois où j'ai vu le film, honnêtement, Voilà. je ouais. En tout cas, Ah oui, OK. c'est pas choquant les scènes qui ont été rajoutées, qui sont celles qui étaient présentes initialement. Mmh. Vu que moi non plus, ça m'a pas marqué énormément. Donc on resuit la même trame. Le film est toujours agréable à regarder. Il est très bien rythmé, je trouve. Il marche très 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 bien. rythmé et en plus la musique, c'est celle que voulait Chaplin, en fait, Mm. parce que c'est sa composition qui est présentée dans la projection, en fait. Et il y a toujours ces fameuses scènes avec les chaussures qui sont assez impressionnantes, ces scènes dans la maison, en montagne, qui marchent toujours avec le vent, etc. Le rapport de force, le rapport social. Il y a énormément de thématiques finalement qui sont dans ce film burlesque et Mmh. qui sont regardées quand même avec quand même un peu de distance malgré tout. C'est-à-dire qu'on peut le regarder premier degré pour les Mmh. gags, mais si on le regarde avec un peu de distance, on voit qu'en réalité, il y a plein de sous-thèmes qui traversent le film et qui sont toujours d'actualité, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, le truc des chaussures là, Chaplin part directement de son enfance où il a connu les jours où il avait pas de quoi manger, en fait, tout simplement. Donc du coup, il avait une expérience importante de la misère, en fait et donc du coup, il l'a sublimé à travers cette situation et en même temps, c'est une bonne manière de parler des prospecteurs, pendant la ruée vers l'or. Partaient, vraiment à l'aventure, ils avaient pas beaucoup de moyens. Il y avait des moments où il y en a même qui le dit dès le départ, il y en a qui revenaient sur leurs pas parce que les conditions étaient trop dures. C'est des prospecteurs qui allaient en Alaska, en fait, pour trouver de l'or
désireux de réussir là où, dans un endroit où, parce qu'ailleurs ils n'arrivaient pas à réussir, mais des fois c'était horrible, quoi. Et je pense qu'il en parle bien dans la mesure où il a connu la misère ou la pauvreté, et du coup il en fait quelque chose aussi d'intéressant d'un point de vue scénaristique, je veux dire. Il y a toujours la rencontre avec la fameuse femme, Et, enfin il tombe et, amoureux et comment il va faire pour et à- l'obtenir en fait, hein. Sachant que c'est plutôt elle qui, à la base, se moque de lui, hein, Ouais, pour info. bah oui, Ouais. oui, oui. Ouais, ouais, bah, de toute façon, tout à l'heure, je faisais un parallèle entre Buster Keaton parce qu'il y a toujours cette idée que ils incarnent toujours des personnages qui sont défavorisés au départ, en fait, complètement, en fait, par rapport au modèle masculin classique. Et finalement, toutes les péripéties vont les rendre de plus en plus forts sans être des surhommes, en fait, justement. Et ça va les rendre de plus en plus attachants. Et de ce fait, il casse les modèles sociaux, qui avaient cours à l'époque et qui ont toujours cours dans notre société, je veux dire, enfin, donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Après la manière dont, il fait ses films, il a beaucoup plus de moyens, Charlie Chaplin, parce qu'il y a toute une séquence où notamment avec une maison qui est en équilibre sur la Oui, falaise, où il utilise énormément d'effets spéciaux avec les plans généraux, en fait. Je crois même qu'il y a un petit passage avec, de l'animation stop motion. Il y a une passage où les personnages sont filmés de très loin pour qu'on les voit tout petits à côté de la maison. Enfin, il y a tout un truc et c'est vraiment très bien fait, hein, on sent qu'il avait les oui, ça moyens. marche Ouais, encore ouais. bien, hein. Ouais, ça marche bien. Alors que les moyens techniques de l'époque étaient difficiles quand même. Même s'ils avaient les moyens, c'était pas facile du Bah, tout de ils ont, réaliser, par hein. rapport à aujourd'hui, Ouais, oui, c'est ouais, sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens et pourtant on fait pas forcément des meilleurs films. Voilà, donc ouais. C'est bien de le voir avec des enfants parce que les enfants mettent l'ambiance et du coup, c'est top, quoi. eh ben, on va passer maintenant un film de rétrospective sur Sam Peckinpah qui a fait Le Convoi que tu as vu, Vincent. Ouais, Est-ce que tu veux nous en Entendu dire deux vivre, mots? avec Chris Je sais pas si Christopherson et quelqu'un d'autre l'a vu. Ok. Ali MacGraw. Bon, on est encore dans c'est l'un des rares films de Peckinpah où il y a, il y a moins de mélancolie et c'est plus, une idée de qu'il y a quelque part quand on est mélancolique, finalement, on voudrait un monde meilleur et c'est pour ça qu'on est mélancolique. Et du coup il y a cette idée d'utopie dans Le Convoi, en fait, où, cette espèce de convoi de comment dire? De camionneurs, en fait, qui font penser au convoi des pionniers américains, au 19e siècle, en fait. Donc c'est un film un peu sur l'histoire des États-Unis, comment s'est fondée l'histoire des États-Unis sur ces gens qui allaient vers, pour eux, une terre promise, en fait. Mais, une terre promise qui finalement n'existe plus maintenant parce que l'homme est partout dans les États-Unis maintenant et du coup, il y a quand même l'envie dans cette histoire qui met en lien un flic, enfin la loi et ces camionneurs qui sont un peu en rébellion vis-à-vis de cette loi-là. Il y a toujours on revient à cette idée, des États-Unis qui a cette idée qui a animé les pionniers, en fait, de créer un nouveau monde, en fait. Même si dans ce film-là, Le Convoi, on voit que le nouveau monde, c'est fini, qu'on peut plus le créer, c'est bouché, en fait. Mais il y a toujours cette envie d'aller vers, comme il peut y avoir cette envie, ces gens qui étaient sur la route en moto, de se libérer, tout ça. Enfin, il y a toujours ce mythe de la liberté lié, lié un peu à l'Ouest américain, en fait. Mais en même temps, on sent que ça, cette fois-ci, comme dans tout l'univers de Peckinpah, c'est un univers où, même si on a envie d'espérer, on est rattrapé, quoi. Mais il y a une pirouette finale qui fait que justement, à la différence des autres films, on saute le pas de ce côté-là, de ce côté où il y a une impasse. Il y a l'humour qui fait qu'on peut sortir de l'impasse. Voilà, bon, après c'est mais De l'humour chez Peckinpah. bah, ouais, ouais, il y a l'humour, justement, la différence des autres films de Peckinpah, il y a celui-ci un peu un nommé Kemolo avec Jason Ah oui, Reitman, oui, tu me rappelles, tu où m'en il y avais a parlé. cette dose d'humour, de poésie, en fait. Puis là, c'est quand même c'est de voir Chris Christopherson qui était quand même à l'époque, c'était un peu un modèle masculin dans les années 70, ce type musclé avec les yeux bleus, qui réussissait aussi bien au cinéma que dans la pop, en fait. C'est-à-dire qu'il faisait aussi la musique, tout ça. Et donc du coup, bah, voilà, c'est intéressant de voir ce film pour tous ces aspects, voilà. Voilà, bah, heu, on va peut-être, passer à autre chose. Oui, on va passer maintenant au cinéma bah, justement coréen, qui est aussi la deuxième Ouais, partie de la rétrospective, l'Institut qui Lumière, ouais. donc sud-coréen bien sûr. Ouais.
Et on va se retrouver avec un film qui s'appelle The President's Last Bang, Ouais, qui l'a vu, que tu as vu. ouais, que j'ai vu, ouais. Et du coup, de quoi ça parle, Vincent, Le président de Last Bang, en fait, c'est le deuxième film dans la rétrospective, comme L'homme du président, en fait, qui parle d'un moment Oui, que j'ai important vu. dans l'histoire Ouais. de l'histoire de la Corée du Sud, en fait, mais aussi de l'histoire du cinéma de la Corée du Sud, finalement, parce qu'il y a quand même 2 films sur cet événement, sur l'assassinat du dictateur Park, j'ai plus la suite, Park Ce- quelque chose, Voilà, enfin, des qui a été années dictateur, 60, ouais. 60, 70, voilà, Ouais. qui a régné pendant plus de, 61, 79, en fait. voilà, près de 20 ans. Mm. Voilà. Juste après une révolution de 61, il a fait un coup d'État, il est devenu dictateur, enfin tout ça. Et c'était aussi une période de la Corée du Sud où il y a eu un essor économique à un Voilà, moment oui, donné. donc il y a à la fois pouvoir autoritaire, Ouais, liberté d'expression, ouais, ouais, il n'y a pas de liberté. répression des manifestations, mais un boom économique et voilà, donc en fait toute une population qui passe de la pauvreté à Mhm. les classes moyennes, mais bon, voilà, Ouais, ce qui fait que la dictature a pu perdurer Voilà. finalement, malgré les mouvements dissidents en fait qui étaient toujours présents. Ouais. Il y avait même un parti d'opposition, enfin un pseudo d'opposition. Oui, Mais et donc dans le président de Las Bank, là c'est une manière de traiter. Toi, tu avais vu L'homme de président. oui, C'est de traiter le film de manière plus comme si c'était des pieds nickelés en fait, tous ces gens qui sont mis en relation. Enfin, on le traite plus sur le thème de l'humour, alors que dans L'homme Oui. du président, on voit avec C'est ce qui est en amont, tout ça. c'est assez sérieux, mais on voit aussi Ouais. quand même les limites et l'incompétence de certains. Ouais, c'est ça. Certains sont un des bras droits du président qui est quelqu'un de très brutal, Ouais. qui est dans Chef de la l'homme du sécurité, c'est président. ça? Dans l'homme du président. Ah ouais, dans L'homme de président, Il y en a pas l'homme Pas le directeur de la CIA, Ah, ok. ni l'actuel, ni l'ancien. Ouais. Un qui est très proche de lui, Ah oui. qui est une grosse brute. Ouais, c'est ça. Mais Voilà. qui est toujours une brute dans Voilà. le président de Las Bank, qui reste toujours là. Je pense qu'on Oui, est d'accord sur cette vision-là du voilà. mec. Mais il est ouais. peu sujet à. Enfin, c'est pas une source d'humour du tout dans Non, le pas du tout. président. Mais on sent que Même s'il est c'est la assez fin d'un ridicule. monde un peu sclérosé, même si on sait qu'après, historiquement, il y a eu un autre coup d'État. un gouvernement de la junte militaire pendant un certain temps, avant la libéralisation qui était intervenue dans les années 90, je crois, Ouais. en Corée. Fin années 80, Progressif, années tout 90. progressif. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout cet univers d'hommes, en fait, et il y en a qui en ont assez, et d'autres qui veulent continuer. Et bon, le film est sur ceux qui veulent arrêter ça, même si les gens qui perpétuent cet assassinat ne savent pas trop où ils vont, en fait. Parce Oui, ils auront une idée vague, on en a assez, ça fait suite aussi à un mouvement de rébellion estudiantine. Oui. Et du coup, le type qui va perpétrer cet assassinat, il fait partie du système et il dit il faut défendre ce mouvement-là indirectement et défendre l'idée de révolution et arrêter la dictature parce que c'est plus possible. On peut pas sans cesse ne pas écouter le désir du peuple, c'est pas possible. Mais on sent la limite du truc dans la mesure où il sait pas trop où il va. Oui, c'est pareil aussi. C'est traité dans le président, c'est pareil. C'est le film est beaucoup plus centré sur lui. Ouais, plus centré sur lui. Ouais. Et c'est vrai que on sait dès le début, hein, le film, l'homme du président, voilà, c'est tout de suite ce qui va se passer. On sait pas après l'explication comment. C'est ça. Mais le pourquoi, il n'y en a pas. On le sait plus dans L'homme du président parce que dans Le président de Las Bank, c'est vraiment sur le jour. On voit pas ce qu'il y a en amont, on voit pas ce qu'il y a après. En fait, on voit que ce qu'il y a sur le moment. D'accord. Il y a vraiment les relations entre les gens, avec justement des plans séquences dans la demeure, en fait, cette fameuse résidence bleue où elle est, voilà, enfin bon, avec des gardes partout. Et il y a des plans qui sont assez éloquents, des plans séquences où il y a la caméra qui fait vraiment des travelling panoramiques. Et justement pour illustrer ce monde qui est enfermé sur lui-même finalement, donc la caméra fait des tours en fait. Mais là c'est traité sous le thème de l'humour en disant mais c'est vraiment une bande de bras cassés. Puis nickelé, d'accord. Et voilà quoi. Bon, voilà. Très bien. C'est un autre regard sur ces moments-là en fait, par rapport à L'homme du président. On va passer à Ça tourne à Séoul. Ça tourne à Séoul. On l'a tous vu. Tu l'as vu toi, Mathilde? Non. T'avais envie de le voir? J'ai vu le film. Non. Oh. Mathilde n'a pas vu le film. Alors, ça tourne à Séoul, donc film coréen qui se passe sur le monde de la réalisation. C'est ça. Le titre que moi j'ai vu quand c'était sorti à Cannes, c'était Cobweb.
le film, d'où le rapport avec l'araignée, enfin le web, enfin bref, voilà, la toile. Et en fait, il y avait un film cette année-là en compétition de Moretti, il me semble, sur un réalisateur aussi. Alain Bellaro, non, c'est pas ça. Et je me rappelle plus du nom du Ah, film ça y est, ouais, le film où il y a un studio, on voit la construction d'un film dans un studio, en fait. où il y a le Style au réalisateur. cinéma, ouais. On voit le réalisateur en même temps. Et moi, je trouve que Mhm. Cobweb, donc ça tourne à Séoul. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, même Ouais. si je sais qu'il a été très discret en France Mm. et qui a été, enfin, pas trop vu, il me semble, au global. Il est Euh, sorti dans la UGC, hein, je me souviens à l'époque. Il était sorti à l'UGC. et en tout cas, moi, j'avais un bon souvenir du film, donc je l'ai pas revu depuis. Ouais. Et du coup, Vincent, si tu veux nous dire 2-3 trucs Moi, dessus. j'ai préféré à la deuxième vision qu'à la première, en fait. Peut-être parce que je l'ai vu Tu dans un l'avais autre déjà cadre. vu avant aussi? Ouais, je l'avais vu à UGC, en fait. Je suis allé le retourner le voir. Peut-être que c'est lié au contexte de le voir à l'Institut Lumière, donc on a un regard déjà différent. Du coup, on a un regard sur le patrimoine, on prend son temps pour regarder. Alors que quand on voit les films à la sortie, dans les grosses maisons de distribution, il y a en plus les pubs au début. Donc, on n'aura pas forcément la même concentration. Et je pense que c'est lié à ça aussi, le fait que j'ai eu plus le temps de me concentrer. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un film plutôt bien, en fait. Une comédie plutôt réussie sur, encore une fois, cette période de la dictature de Park, parce que le tournage se déroule dans les années 70. Donc, on voit tout ce qu'il y a autour du tournage, les gens qui surveillent, comment il faut caresser les hommes du pouvoir dans le sens du poil pour que le film puisse se faire. Enfin, il y a tout ce truc-là. Et qui donne lieu d'ailleurs à des quiproquos, à des revirements de situation. Parce que le personnage principal qui est réalisateur, il veut absolument changer son film pour que ça soit, à ses yeux, un chef-d'œuvre. Donc il est déjà Mais il n'est pas aidé. il n'est pas aidé, et en même temps, il est aidé par celle qui est, comment dire, on va dire, la descendante de celle qui détient la production, et qui est tombée amoureuse de lui, en fait, tout simplement. Et donc du coup, c'est un film qui est plein d'humour, en fait, qui est plein d'humour sur une période qui était sombre, en fait, hein, parce que la période de la dictature, Et si je me rappelle bien, il brise le 4e mur à un moment donné, le film, non? le quatrième mur. Je sais plus si c'est dans ce film-là ou ah, peut-être pas. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est à un moment donné où on croit que c'est ce qui se passe dans le film, mais on sort la caméra pour les paroles? Je confonds peut-être avec un autre film. Ça se passe toujours dans le studio, plus ou moins. Ouais, mais il n'y a pas un moment donné où non, mais peut-être que c'est un autre film, Non, je autant m'en pour moi. souviens pas de ça, en fait. Peut-être Ouais, que j'ai non, loupé mais un je truc, c'est confonds peut-être. possible. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc j'ai dû En tout confondre. cas, dans la façon dont c'était distribué cette fois-ci à l'Institut Lumière, c'était en lien avec, parce que c'était un film de Im Sang-soo, c'est ça? Non, De Kim Ji-woon. C'était une soirée Kim Ji-woon avec ce film-là, il y avait Le Bon, la Brute et Le Cinglé. Donc on Oui, va parler donc de ce. c'était hier ou Ouais, avant-hier? c'était avant-hier. Ouais, vendredi. On peut passer à ça, en fait, directement. Eh ben oui, on n'a qu'à aller sur celui-là, mais moi en tout cas, je trouvais que c'était plutôt que ça marchait bien, ça tourne à Séoul, ça faisait Ah oui, pardon, plutôt désolé. un bon divertissement et je trouvais que c'était pas que ça marchait vis-à-vis du personnage du réalisateur, on s'attachait assez à lui, ça marchait bien. Mais le titre, là, tu as dit que c'était un titre français, mais il y a eu Oui. un film américain, je crois que c'est les années 90 ou 2000, qui s'appelait Ça tourne à Manhattan, avec Steve Buscemi, qui pareil racontait les pirates. Je pense que ça s'appelle. C'était le titre français aussi. D'accord. Ça tourne à Manhattan. Ouais. Le titre américain, c'était Living in Oblivion, qui devait être le titre du film dans le film. D'accord. Et que justement, c'était un film vraiment un peu branlette, un gars qui se prenait pour David Lynch. Mais tu vois, ça fait un peu comme ce genre de film où quand on met en français le titre, et ben ça perd de son sens. Par exemple, Drunken Master qui s'appelle Le Maître Chinois en français, c'est quand même très bizarre comme titre. Enfin voilà. Alors que déjà le titre anglais était mieux quand même. Bah, le Drunken Master, ça fait référence à cette forme de kung-fu. Oui, oui. Oui, mais il y a eu des livre. films avec Jackie Chan appelés Le Chinois ou Le Retour du Chinois. Oui, oui, tout à Un fait. genre raciste. Donc Oui, on non, est. alors que Drunken Master, voilà, c'est le titre original et puis ça a du sens. Et je pense qu'on est à peu près dans la même idée avec Ça tourne à Séoul. Bah, On a voulu faire un film, on montre un réalisateur qui tourne à Séoul, tu vois. Enfin, on est dans ce genre de délire. Hein. Ah, c'est un peu les titres explicatifs, quoi. Non, et puis surtout, comme Ça tourne à Manhattan avait bien marché, ouais. Mais ils se sont dit, les gens qui ont aimé Ça tourne à Manhattan, ils vont peut-être aller voir ça, je pense. Moi, à mon avis, c'est ça. Hein. C'est vraiment nous Très contre eux. opportuniste, ouais. Ouais, c'est Mais vraiment pas nous faire confiance. on aura l'occasion d'en reparler avec Good Morning England, parce qu'ils ont surfé sur Oui. Good Morning Vietnam. Enfin bon. Alors qu'en fait,
Pour le coup, là, le thème est un petit peu similaire. Oui, c'est vrai. Par rapport à la radio, notamment. Oui, oui. Ouais. Euh, Et donc, Le Bon, la Brute et le Cinglé, ouais, et alors, donc on reste dans Donc, la de comédie, en fait. Hein. Kim Mais Jong-un. là, cette fois-ci, la référence, c'est le western italien. Oui. En Corée du Sud. Tourné d'ailleurs en Corée du Sud Non, et en Chine. en Mandchourie. En C'est Mandchourie, ouais. c'est En Mandchourie, ça se quasiment passe en tout en Mandchourie, mais je veux dire, Oui, il a c'est- défendu comme un western coréen. Enfin, c'est Oui. écrit dessus. C'est écrit dessus. On a fait un western, nous. Enfin, Oui, ah oui, en oui, Corée, c'est ce ouais, qu'il dit, en fait. Il l'a oui, fait ok. 3 ou 4 fois, en fait. Ouais, c'est Au dit. cas où on n'aurait pas compris, C'est j'ai fait un assumé. western. Là, c'est assumé et le Et il se titre, moque de lui en même temps de ça, je pense. oui, et le titre original est vraiment est en anglais, c'est vraiment Voilà, exactement Brut et le truand, quoi. Enfin, c'est la même chose que. il y a des références dans le film, d'ailleurs, avec ces 3 personnages qui sont dans une course au trésor, en fait. Oui, à Sergio Leone, Et bon, la du beauté de coup, Clément, c'est explicite. il y a une référence à Épouker Clover de plus avec la séquence du chapeau qui est déplacée avec Moi, le je vois vraiment flingue. pas pourquoi il y a une référence à ce film. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? 3 personnes, un trial Ben, à la fin. là, pour le coup, le titre français, c'est le même que le Oui, titre oui, c'est le coréen. titre Enfin, anglais. Le titre y a anglais, pas- on peut c'est pas, The on Good, peut the pas se Bad and barrer. the Weird. Ouais, voilà, on peut pas dire Voilà. l'inverse. Peut-être un peu plus ambigu parce que weird en anglais, c'est pas C'est forcément. bizarre, en fait, plutôt. Weird. Oui, voilà, c'est un peu plus large. Weird, ça veut dire bizarre, ça, non? Oui, un peu étrange, mais là, c'est cinglé. Cinglé, c'est quand même. Tandis que Non, quand on c'est veut dire weirdo, weird, c'est- des choses un peu étranges, genre limite surnaturelles, on peut peut-être dire weird. Weird, mais Ouais, mais Weird a un côté bizarre, mais un peu dans le mauvais sens, tu vois, c'est un peu gênant, quoi. Il y a le côté Oui, gêne en même temps que. un weirdo, c'est le mec bizarre au lycée, mais qui te met mal à l'aise. D'accord, bon, autant pour moi, donc mon interprétation n'est pas bonne. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de traduction parfaite française. Est-ce que cinglé, ça marche, quoi? Bah, cinglé en anglais, ça serait loony. Loony. Passe. Vas-y, ouais. Bon, Je suis pas sûr que ça soit très important non plus. Bah, pour le film, parce que le film se moque de lui-même et même de tout Oui, ça. oui, Sans tomber dans le pot. potage non plus. Enfin, il n'est pas dans le potage comme ça a été dans le western italien dans les années 70, ça devenait vraiment lourdingue. Avec Terence Hill, quelquefois, c'était vraiment lourd. Hein. Il y a quand même quelques gags qui sont Ouais, c'est pas du léger. Hein. très légers. Avec les flèches. Tu veux dire Qu'est-ce qu'on fasse, scaphandre que la réalisation n'est pas digne d'un film de Sergio Leone? C'est quand même ça assez long. Il fait 135 minutes, je crois, le film, quand Ouais, il y même. a quelques gags qui sont pas. Il y a un gag récurrent qui est pas très fin, mais c'est pas. Ça n'aime pas. Mais Et voilà, puis c'est en très plus- référentiel Sergio Leone, mais aussi je trouve dans la représentation de la violence, on est plus sur Peckinpah ou Ah oui, oui. Tarantino, parce que chez Encore. Sergio Leone, une balle et puis les gens sont morts. Ce qui l'intéresse, Ouais. c'est Leone, c'est tout le temps avant, justement. Il y a beaucoup l'exécution. de jeux sur le temps, en fait, de silence, alors que là, dans la beauté de cinglé, le silence, il n'y en a quasiment pas, en fait. Hein. Il y en a C'est un surtout petit la peu. poursuite, la période de Oui. poursuite qui dure bien un quart d'heure hein, dans le désert. Je pense qu'ils ont peut-être tourné ça soit en Mandchourie, soit dans le désert de Gobi, je sais pas. Bah, à la conférence qui était sur le cinéma sud-coréen mercredi soir à l'Institut Lumière, à moitié en plaisantant, Ouais. le conférencier nous disait dites pas western sud-coréen, dire film mandchou. Enfin, il nous a même donné un. Ah, mandchou, pour lui, ok. c'était un peu ironique, mais pour lui, c'est vraiment un sous-genre en fait de films comme ça, tourné en Mandchourie, dans des déserts où il y a des chevaux qui font penser au western, mais la référence est antérieure. Ouais, et puis pour repositionner dans l'histoire, ça se passe en 1930, au moment où la Corée était une colonie japonaise, en fait. Voilà, Henri parlait japonais. Et donc ces personnes se tirent de la Corée pour retrouver un peu de liberté en Mandchourie. Voilà. Et le film se moque aussi des collabos. Ah bah oui, il y a des Et, gars qui et parlent. du régime fantoche qui a été mis en place C'est ça, en ouais. Mandchourie, Ouais. qui est montré dans Le Dernier Empereur. Ouais. Mais c'est marrant, mais on revient un peu à ce qui est un peu l'intérêt de cette rétrospective du cinéma Corée du Sud à l'Institut Lumière, c'est que finalement, dans tous les films de cette période-là, après 2000, ces films-là parlent de l'histoire de la Corée, vraiment, à travers d'un cinéma de genre, en fait, toujours. Dans tous les films, il y a une référence. C'est ça qui que je trouve vraiment intéressant dans le cinéma coréen, c'est qu'ils arrivent à la fois à faire du film d'action en étant historique quelque part. Oui. Enfin, Ah, peut-être pas la fin, peut-être pas complètement la fin. Il va Pas tout passer, le temps. Mademoiselle? bah, Oui. c'est de Park Chan-wook, c'est ça? Oui, oui, Park Chan-wook. Ouais, il le repasse, je crois, 2 fois, 1 ou 2 fois. Une ou 2 fois, ouais. Eh ben, est-ce que ça vous dit qu'on passe au suivant? Donc là, on va quitter la rétrospective du cas cinéma, donc cinéma coréen, pour rentrer dans autre chose qui est la nuit pop british.
qui a eu lieu cette nuit à l'Institut Lumière. Alors, moi, j'ai vu les 4 films, mais pas durant la nuit. Donc, on pourra parler peut-être rapidement des 2 derniers films de la nuit. Mais on va commencer par le premier, qui est un film de Richard Curtis, ouais. Curtis, Mm. qui est sorti en 2009, qui s'appelle Good Morning in England. Qui est assez. Enfin, moi, je le connaissais déjà plutôt bien d'avant. Je pense que c'est un film assez culte. Qu'est-ce Ah que bah, vous en pensez? Culte dans la mesure, en plus, il célèbre un peu cette époque des années 60, des Ouais. radios pirates avec les groupes comme les Kings qui Voilà, sont puis diffusés dans les radios l'arrivée de pirates. cette musique pop rock, Ouais. voilà, qui était très populaire, pas acceptée, quasiment pas diffusée Dans les sur la trucs officiels, BBC, ouais. sur les Ouais. radios officielles, Ouais. et puis l'opposition du gouvernement. Et là, c'est vrai qu'il y a un ministre qui est incarné par Kenneth Branagh, Ouais. qui vraiment Très austère. s'oppose et qui est un personnage très drôle. Kenneth Branagh, c'est juste vraiment la plus grosse. Ouais. C'est une, c'est une, Ouais. c'est une arnaque, ce mec. C'est-à-dire? Il est vendu comme étant le plus grand acteur britannique, alors qu'il est le plus mauvais, quoi. Bah, je sais pas. Ah oui, non, tout à fait. là, je trouve qu'il joue une ordure et je trouve qu'on sent le plaisir qu'il a à jouer quelqu'un qui est complètement crétin, hypocrite, réac. Voilà. C'est pas. Je dis pas que je dis pas que surtout que c'est l'acteur du siècle, que c'est le personnage important, mais c'est le seul vrai antagoniste par rapport à tous les membres de l'équipe de radio. C'est Clement Attlee, non? C'est pas Attlee, le Premier ministre? J'oublie son nom, ça fait super longtemps que je l'ai vu. Années le film. 60, je sais pas. Je sais même pas si on le voit vraiment en fait. Ouais, il me semble que c'est un Tory, c'est Clement Attlee, je crois, il me semble, non? En tout cas, pour revenir sur Kenneth Branagh, moi, j'ai pas une très bonne image des films qu'il a réalisés, comme Belfast, Voilà. qui était un ennui. Le plus Mais mauvais film de abyssal. 2023. Alors que pourtant, il était sélectionné pour les Oscars. Il a incompréhensible. gagné 1 ou 2 Oscars. Ouais. Le film était peut-être. soporifique et bourré de guimauve. Enfin bref. Et en plus, après, il a fait Mort sur le Nil, enfin pas mieux, enfin bref, voilà. Après, les trucs sur Agatha Christie, ouais, bon. Il y en a fait 2 ou 3 d'ailleurs. Et Mystère à Venise, ouais, bref, c'était le petite parenthèse. Et pareil sur ses adaptations de Shakespeare, Bah, elle avait fait quand même une version de Frankenstein qui était pas mauvaise. Hein. avec C'est De, longtemps, ça avec fait De longtemps. Niro Ça fait en longtemps. créature Frankenstein. C'était pas trop mauvais en fait. Par rapport au livre en fait. Ah oui, sur la fidélité à par l'œuvre, rapport au livre, oui. c'est comme ouais. C'était comme très Après, choisir grandiloquent. De Niro pour jouer la créature. Très c'est- grandiloquent. Vous voulez rajouter des choses sur Good Morning England ou on passe au suivant? C'est pas que c'est un ouais. film très plaisant, très agréable. Ouais, Même si on connaît peu, ce qui est mon cas, la pop et la comédie c'est- anglaise. Non, de l'époque. la Pardon. musique de cette époque. Ah ouais. Je veux dire que entendu une fois, mais voilà, sans connaître bien, voilà, c'est bonne introduction, c'est des effets c'est très assez plaisant. faciles. Bah, Oui. liés à la comédie, mais un peu plus au-dessus que les trucs scato américains, je trouve, de l'époque. Enfin, Moi, je trouve que le film était Mais- assez plaisant aussi dans son rythme, Ouais. qu'il est assez dynamique. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris pour une nuit aussi. Et oui, qui marche très bien pour raconter quelque chose de manière assez claire, sans passer par 15 détours. Et c'était Ouais. ça qui est intéressant. Ouais. Un super casting. Avec Oui. Bill Nighy, par exemple, il y a des gens moins connus comme Catherine Parkinson qui joue un petit rôle qu'on a vu dans IT Crowd, je sais pas si Jen. Non. Et qui fait c'est Qui- celle qui fait la cuisine, non La petite rousse, ouais. Ouais. D'accord. Et je me rappelle plus, il y a Philip Seymour Hoffman. Enfin, il y a Oui. des très grands noms du cinéma américain ou anglais et des petits noms de la télé qui sont moins connus mais qui sont vraiment hilarants pour ceux qui aiment bien les comédies anglaises, les séries de comédies anglaises. Il y a plein de Il y a petits- Emma Thompson qui a un tout petit rôle qu'on Ouais. connaît à peine. Ouais, il y a plein d'easter eggs comme ça, des caméos Ah, qui font vraiment plaisir à voir. Gemma Arterton, on remarque, avant qu'elle soit très connue, avant qu'elle tourne chez Stephen Frears. Et méconnaissable, Rhys Ifans, qui joue dans Notting Hill, qui est le colocataire de Hugh Grant, là, qui est celui qui l'américain, voilà, avec le chapeau, les Oui, lunettes, qui- voilà, qui est méconnaissable, on le reconnaît. Franchement, c'est le vestimentairement et sur la manière dont il bouge et ses relations aux autres, c'est vraiment l'opposé. Ouais, et puis c'est Richard Curtis, c'est quand même celui qui a Voilà. fait les 3 mariages à l'enterrement, enfin, Love Actually, enfin, c'est tous des gros succès de l'époque en fait. Hein. Après, Bien quand- écrit quand même. voilà. Quand même. C'est Après- pas même les romances, Love Actually, c'est pas naze quoi. Ça se regarde Oui. bien. Il le repasse chaque année à Noël, mais c'est normal parce que voilà.
tout le monde va regarder Love Actually, quoi. Voilà, quoi. Après, Parce que c'est un peut-être, bon moment et ouais. c'est pas sirupeux comme Après, peuvent faire quel- les Américains, par après, contre. peut-être une limite, mais à la fois, c'est comme le sujet. Ouais, C'est quand même, le film est quand même vu du point de vue masculin. C'est, très, très. Ouais. voilà, ça peut Mais à pas- l'époque, c'était ça, hein. Oui, voilà, non, mais C'est c'est assez pas du tout un fidèle film avec l'idée, on féministe. dit libération sexuelle, mais c'était surtout pour les mecs. Ah bah oui, voilà, c'est, Ouais, sont ouais. pas toujours très Faut être quand fins, même assez logique là-dessus. sont parce pas que- toujours très fins. Non. Puis le personnage, la seule femme lesbienne dans le film, c'est quand même assez répété et lourd, le gag sur Ouais, ça. et puis Voilà. ils ont un problème avec l'homosexualité aussi. Voilà. Ils ont du mal. Même si, en fait, À elle, l'époque, c'était ça aussi. même si l'évolution du personnage. Ouais, c'était Oui, oui, illégal. oui, 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 c'est là. Même si l'évolution du personnage n'est pas. Bah, disons que voilà, elle. Elle est pas montrée de manière caricaturale du tout, en fait, par contre. Mais elle est pas toujours Elle, présente. non. Mais les propos Mais- que tout le reste de la bande sur elle, c'est. Ah, c'est lourdingue, mais c'est des gros lourds. Hein. Ah, bah oui, là. Ouais. Bah, c'est lié au rock'n'roll. Le rock, c'est Oui. quand même un univers de lourd. Hein. Enfin, c'est pas des révolutionnaires, les rockers. Hein. C'est des réacs. Hein. Pas tous, mais une bonne. Ouais, tu penses, toi? Ouais. Ah. Pas à l'époque. Oui, c'est pour la prise. Ouais. Et moi, je vous Ouais. propose de changer de film pour le deuxième film de la nuit, qui est Sing Street, donc de John Carney, de 2016, donc film dans lequel on va avoir un jeune homme qui va Mm. emménager en Irlande, en l'occurrence, et qui va se retrouver dans un nouveau collège, alors, enfin, un truc comme ça. Et il va être confronté à quelque chose de strict parce qu'il va arriver avec des chaussures marron au lieu dans son uniforme au lieu qu'il soit noir, et du coup le proviseur de ce collège un peu catho, je crois, va lui tomber dessus pour pour qu'il n'ait pas le droit de le déporter, qu'il faut absolument qu'il porte Ça, je me souviens chaussures plus de noires, ça. jusqu'au point où il va lui empêcher d'utiliser ses chaussures. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de base-là, et l'idée du fait qu'il va fabriquer un groupe en partie pour séduire une jeune femme qui va rejoindre aussi ce groupe-là Mhm. en tant que figurante principalement. Et il va s'entourer d'autres musiciens. Alors, de ce que j'ai compris, le film a été fait intervenir des acteurs qui sont, eux, musiciens dans la vraie vie, mais qu'on leur a demandé de jouer un peu mal. Je crois ce que Jérémy nous a d'accord, dit ok. en intro. Pour montrer la Pour le progression, film, en fait. pour que on comprenne que c'est des adolescents qui sont en train d'apprendre, qui expérimentent. Ouais. Et voilà, et apparemment, la BO a vachement bien marché du film par la suite, donc ça a quand même marché. Le rock se résume pas à Johnny Hallyday, les rockers par des révolutionnaires. En attendant, le rock a joué un rôle majeur dans le changement des mentalités dans les années 50, 60, 70 aux USA. Ok. Ben oui, tout à fait. Bah, Sing Street, on continue dans la culture du rock parce que même si c'est la Oui. période New Wave des années 80, début 80, fin 70, Et il y a Duran Duran, tout ça. Enfin, on parle de Duran Duran dans le film, notamment. notamment, et de tout un tas d'autres Ouais, d'autres inspirations. Ouais. Et justement, l'idée en fait de ce qu'essaye de faire le groupe, c'est ce qu'ils vont appeler du rock futuriste, et ils vont globalement jouer pas mal du maquillage, et du coup ça va provoquer un peu le fameux sorte de proviseur du collège, quoi. Directeur du collège. Quelque part, un peu le propos, un peu comme dans Good Morning Vietnam, c'est de dire que la société à l'époque, Angleterre même dans les années 70, était encore puritaine en fait. Et que voilà, ces créations musicales, elles étaient en réaction vis-à-vis de la société anglaise, tout simplement très engoncée, tout ça. Comme tu le dis au début du film, avec ses problèmes de chaussures, tout ça, les uniformes, enfin voilà. Et du coup, ça a permis, ça a servi d'émulation pour des tas de créateurs musicaux, en fait, c'est tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a très peu de films sur Sing Street, c'est quand même l'un des rares films sur la New Wave. Ouais. Il n'y a quasiment pas de films sur la New Wave en termes de fiction. Moi, je me souviens quand c'est sorti à l'époque, c'était vraiment sorti comme un film super indépendant, qui était vraiment pas diffusé partout. C'est devenu hyper culte, j'ai Et l'impression. j'ai l'impression qu'avec le temps, ça a gagné en renommée. Et à juste titre, je pense, même si c'est une petite histoire, le film est très bien. Hein. c'est quand même bien parce que Il se suit bien. ça défend l'idée de
Ça défend cet esprit de création, d'émulation. Il y a toujours les carcans de l'époque, Ouais. avec le côté brutal, Ouais. un peu poussif, un peu classique, un peu dans le cinéma américain, de cette grosse brute au collège, qui est torturée quand même par ailleurs. Enfin, il y a ce carcan-là, qui est assez présent dans d'autres films d'ailleurs. Puis il y a une présence anglaise qui n'est pas voulue en Irlande. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout. Non, ça se passe Ça se en passe à Irlande, Dublin, hein. mais ça utilise des codes de films américains par ailleurs. C'est rigolo du coup. Ouais, mais Enfin, après, est-ce que c'est vraiment un code, la brute du collège, ou est-ce que c'est pas peut-être. un universel, hein, parce que Peut-être que c'est universel, ouais. Mais on retrouve beaucoup ça. Je disais que c'est quelque chose qui est assez caricatural dans plein de films au collège américain. C'est pour ça que je est-ce sais que c'est pas. vraiment une caricature, ou est-ce que c'est pas justement une retranscription Ah, d'une mais je pense réalité que c'est volontairement poussé pour montrer la brutalité. Enfin, en tout cas, j'ai cette impression-là, parce qu'il y a toute une trame dans le film où on apprend que dans son contexte familial, ben, cette brute-là a aussi, a aussi un père assez strict, etc. Enfin, qui l'aide pas, ce gamin, à ne pas être une brute finalement. Mais quand même, l'idée, c'est qu'à travers la musique, tu vas te libérer, en fait. Les créations, tout ça. Mais c'est pareil dans Good Morning England. Il y a cette idée que la musique est libératrice. D'ailleurs, chaque fois, on voit des séquences. Enfin, je sais pas, dans Sing Street, c'est un peu différent parce que c'est on suit le processus de cet ado avec le groupe qui crée tout ça. Donc, c'est assez linéaire finalement dans la manière de montrer. Mais dans Good Morning England, il y a plein de séquences où on voit les gens qui écoutent la radio en train de danser. On sent que c'est un moment pour eux qui est important pour sortir du quotidien au travail qui est particulièrement coercitif, quoi. Et la musique était une manière de se libérer, en fait, et d'avoir du plaisir. Ouais. Bon, en tout cas, un film qui est, ma foi, très plaisant à regarder. Pendant qu'il y a un petit drama dans le chat, mais bon, Ouais, on va c'est par pas, rapport on va pas attiser. Oui, il y a eu des rocker, femmes dans une époque, oui, il y a eu plus de mecs. masculin, féminin. Voilà. Ouais. Mais bref, c'est pas trop. De toute façon, c'est pas le sujet du film en question. Non. Et sinon, on va passer. Je vais juste rappeler que dans la nuit, il y avait d'autres films, notamment Yesterday de Danny Boyle et ensuite Rocketman de. J'ai perdu le nom du réal. Mince, ouais. Qui sont deux films. Alors moi, Yesterday, j'ai moins de souvenirs, même si j'ai pas été tant que ça encensé à l'époque de sa sortie. J'ai trouvé ça sympathique, mais pas forcément un statut culte comme tous les autres films qu'on va voir dans la nuit, alors que même Rocketman, je pense qu'il a vachement... Moi, il me marque encore aujourd'hui, je trouve qu'il marche très très bien. Donc voilà, avec notamment, qui est plutôt un bel hommage, Rocketman, je sais pas si... Elton John, ouais. Elton John, ouais. Avec notamment cette scène qui est toujours sur un piano où il s'envole dans le film. Moi, il y a ces moments marquants qui fonctionnent, je trouve. Donc, Chercher le réalisateur, pardon. oui, mais c'est pas grave si tu trouves pas le réalisateur. Moi, je trouve que cette nuit était plutôt bon choix. Dexter Fletcher pour Fletcher, Rocketman, ok. ouais. Et Yesterday, Danny Boyle. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, Danny Boyle qui a réalisé au passage 28 ans plus tard, dont on a déjà parlé dans Et l'émission. Trainspotting, Si vous c'est pas voulez lui, le rattraper. Trainspotting Et Trainspotting aussi. Et alors, Yesterday, corrige-moi si je me trompe, c'est pas un film où il y a un type qui se réveille et il est le seul à connaître. Appeler les Beatles. Voilà. Voilà. C'est un peu comme il y avait eu Jean-Philippe Oui. dans les années 2000. Enfin, Oui, mais n'empêche que Oui. Jean-Philippe est sorti avant Yesterday. Oui. J'ai vu la bande-annonce de Yesterday, je me suis dit, Oui. ah, ils ont plagié Jean-Philippe. Ouais, entre les Beatles et Johnny Hallyday. Ah, ouais. Bon, c'est du plagiat de standard américain. Mais Les Beatles. il y avait de l'idée quand même. Et c'est marrant de voir Lucchini en fan de Johnny, tu t'y attends pas. Il a toujours été d'ailleurs dans la vie, Oui. je pense qu'il est fan de Johnny comme Laurent Gérard. ou je sais pas. Plutôt à droite, hein, les deux plutôt à droite, c'est pas très surprenant. Ok. Ouais. Il y avait une blague de Johnny que t'avais citée la dernière fois, complètement naze. Oui, non, on m'a mais dit que c'était si par on n'avait rapport au pas. Paris-Dakar. À Paris-Dakar, il est arrivé à un moment donné, il fait Ah, tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. C'était le genre de truc, mais bon, bref, peu importe. Ouais, Après, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. c'est assez navrant, en fait. Donc, on arrive à la fin de l'émission.
On va potentiellement se revoir dimanche prochain Ouais, pour une nouvelle émission. une nouvelle fournée de films. Voilà. Donc, merci à vous pour les films et, Restez curieux aussi. et allez Voilà. regarder des films. Mm. Et Sylvain, du coup, c'est quoi le nom de l'émission déjà? Coupé!